Si on parle d'entrepreneuriat, tu es passé par 3 sociétés. Les 3 sociétés ont ou vont lever des fonds. Est-ce que c'est grâce à cette culture d'entreprise, cette culture autour du financement, que tu as pu faire cela? La question de la levée de fonds et de la réussite dans la levée de fonds, c'est une question qui est, à mon avis, assez passionnante. Je dirais que... Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on accueille un entrepreneur qui a vécu aux 4 coins du monde. Il est ce qu'on appelle un repeat founder et il revient avec la plateforme CapQuest. Aujourd'hui, on accueille Antoine Bruna. Antoine, bonjour. 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 Bonjour Yoann, bonjour Rudy, comment allez-vous? Nous allons très bien. J'aimerais peut-être qu'on se présente pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Rudy, vas-y. Bonjour, Rudy Beauséjour, le plus petit des 2 frères, des 2 fondateurs de Moriarty. Et Moriarty, c'est quoi? C'est une plateforme qui vise à vous aider à constituer un profil de votre entreprise sur la base de votre SIRET et de vous mettre en correspondance avec toutes les aides qui sont sur lesquelles vous pourriez être éligible. Et Moriarty se propose aussi de vous accompagner du coup de cette identification des aides jusqu'à la constitution et au dépôt de vos dossiers chez les financeurs. Et moi, c'est Yoann Beauséjour et je suis le cofondateur de Moriarty. Antoine, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, c'est Antoine Bruna. Je suis le cofondateur de CapQuest. Comme tu l'as dit, j'ai vécu aux 4 coins du monde, enfin, surtout dans certaines régions, Moyen-Orient, Europe et États-Unis. Et ça fait maintenant, je dirais, depuis ma première boîte 2015, donc presque 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et mon background avant ça, c'était de faire du consulting pour Mazars, qui maintenant est Forvis Mazars. Et j'ai commencé ma carrière en audit. Et ensuite, je suis parti en transaction services, donc surtout aider sur des opérations de PE, à faire des due diligence financières, légales et ainsi de suite, toujours au même sein du cabinet Mazars. Et ça, c'était en Italie et à Paris. Donc voilà un petit peu mon background. Donc, spécialisé un peu dans la finance. Absolument, ouais. Ça a été vraiment toute ma carrière. Je m'attendais pas à tomber dedans, mais à 19 ans, j'avais besoin d'un job pour soutenir mes études à la Bocconi à Milan. Et je me suis retrouvé chez Mazars, qui à mon avis étaient un peu les seuls qui pouvaient accepter quelqu'un qui n'avait pas vraiment de diplôme pour commencer un peu un boulot full-time. Et donc ça a été vraiment, ils m'ont donné une chance et j'ai eu accès à 2 partenaires, notamment Olivier Rombaud et Sylvain Roussement, qui sont maintenant les partenaires lead de l'Italie pour Forvis Mazars, qui ont été mes mentors et qui m'ont pris sous leur aile. Donc ça a été une expérience assez fascinante, je dois avouer. Ce qui fait qu'à 21 ans, je lidais des teams. Par exemple, on avait fait un boulot pour une banque grecque qui n'existe plus maintenant, Laiki Bank. On faisait ce qu'on appelle de l'audit de cover bond, qui était un peu le subprime à l'européenne à l'époque de la crise de 2008-2009, où il y a eu une sorte de titrisation de pas mal de prêts immobiliers. Et nous, on faisait l'audit en fait de ces portefeuilles. Donc, ça a été un petit peu comme ça que j'ai commencé aussi sur l'audit des banques à l'époque. Voilà. D'accord. Ok, déjà un point intéressant puisque je suis passé aussi en cabinet d'audit, mais toi tu n'es pas passé par cette voie un peu traditionnelle où on commence par un stage en apprentissage en audit à 21, 22 ans et ensuite on rejoint le cabinet. Tu es parti dès 19 ans et tu étais en CDI ou CDD chez Mazars Italie. Exactement, ouais. En fait, Mazars Italie, c'est une plus petite structure. Ils ont que, je crois qu'à l'époque, on était 250. Donc maintenant, je crois qu'ils sont 500 à travers l'Italie. Donc c'est pas comme le cabinet Mazars à Paris, bien sûr, qui est bien plus grand. Et c'est vrai qu'on avait une cohorte. Je me souviens qu'on était une trentaine et on a eu plusieurs tests, ainsi de suite. Et j'avais eu la chance de rencontrer Olivier Rombaud avant pour en discuter un peu avec lui et voir un petit peu quelles étaient les carrières. Ils offraient que des CDI. Donc j'ai commencé directement en CDI. En leur disant que j'avais déjà mon diplôme, ce qui n'était pas le cas. Ils s'en sont rendus compte un an après. Et heureusement, au bout d'un moment, ils ont compris que même si j'étais full-time, j'avais besoin toujours de 2 semaines off, bizarrement au temps des partiels. Donc, Ah oui. non, ils ont été vraiment très, très open par rapport à ça, quoi. Donc, ça a été très formateur et puis une bonne ambiance. Moi, c'est une boîte Mazars avec qui je garde extrêmement des bons contacts et des bonnes vibes, parce que c'est vraiment, ça a été très formateur. Je pense qu'ils m'ont pris sous leur aile, qu'ils m'ont formé à pas mal de différentes choses. Ça aurait été très différent dans une autre boîte comme PwC, Deloitte, EY, qui eux sont quand même des mastodontes et un petit peu de l'industrie, je dirais, du conseil, alors que nous, on était plus
spécifique, plus taille proche, humaine. exactement, plus proche aussi de nos clients. Donc, ça a été vraiment une très très bonne expérience, quoi. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de te poser une question, justement, une amie en commun, et qui m'a dit qui aimerait savoir, est-ce que tu as toujours trempé, entre guillemets, dans ce bain, dans la finance, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as développé au cours de tes études et autres, en fait? Non, ça a été toujours un petit peu le cas. Pour être honnête, mon père était banquier à la Société Générale. Donc, c'est vrai qu'on parlait pas mal de finance à la maison. Mon frère, il est en M&A, ma sœur, elle est en private equity. Donc, c'est vrai qu'on a une famille très versée, je dirais, sur le bord finance. Il y a quelque chose d'une filiation dans ce domaine-là. Tout simplement parce que je pense que mon père a toujours suscité chez nous un vrai amour des mathématiques. Et donc, c'est un petit peu l'utilisation la plus pratique, sauf si tu as envie de faire de la physique ou un autre type de métier. Mais l'utilisation des maths, quand même, dans le monde de la finance, c'est ce qu'il y a de plus évident, quoi. D'accord. Et est-ce que, pour qu'on essaye de comprendre, est-ce que ça t'est venu naturellement, cette envie d'entreprendre, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur par rapport à tout cela? Écoute, pour être honnête avec toi, en 2015, j'étais à Paris en train de faire mon master à la Sorbonne et j'avais à l'époque pour une raison personnelle, j'ai bougé à Dubaï et je me suis retrouvé à créer mon premier cabinet de consulting pour une simple et bonne raison qu'à l'époque j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à Dubaï, étant donné que c'était un endroit où à l'époque il n'y avait pas de fiscalité. Donc la TVA est arrivée en 2019, ensuite la corporate tax là-bas est arrivée en 2021. On n'avait pas, je dirais, les mêmes critères de professionnalisme que ce que j'avais vu dans les boîtes à Paris ou dans les boîtes en Europe de manière générale. Et j'ai eu un premier client, je faisais un petit peu entre faire des entretiens avec des boîtes de consulting et discuter avec des clients potentiels. J'ai vu en fait ce qu'avait produit pour un client, une sorte de pitch deck pour une levée de fonds à l'époque. Je ne sais pas si je peux les nommer. BDO. Oui. En code de bullshit. Et vraiment, c'était d'un niveau, je pouvais pas supporter que quelqu'un ait payé $5,000 pour avoir un pitch deck comme ça qui était produit. Donc je me dis, il y a un espace pour créer un cabinet de consulting à Dubaï qui reprend les codes et le professionnalisme un petit peu de l'Europe, quoi. Et donc, ce sur quoi j'avais beaucoup travaillé, c'était des projections financières, c'était l'établissement un petit peu des comptes financiers, surtout dans les opérations de rachat ou des opérations de levée de fonds. Et donc, c'est ce sur quoi je me suis axé. C'est pour ça qu'en 2015, j'ai créé ma première boîte avec 2 partenaires qui s'appelait Arrowfin Consulting. Et mes partenaires, notamment, un était un ancien banquier qui avait été à la tête de Lloyds Bank pour le Moyen-Orient et puis pour l'Asie. Et donc, il m'a pas mal aidé à construire un bon network aussi sur le pays, étant donné qu'il avait été à Dubaï depuis les années 80. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Arrowfin Consulting. Donc ça, c'était une boîte vraiment de consulting, je dirais, assez traditionnelle, avec 3 partenaires. Ouais. On avait des analystes en dessous et puis on avait chacun notre portefeuille client et on avançait comme ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à gérer pas mal de portefeuilles en fait d'investissement privé pour des high net worth individuals. Je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Des individus au patrimoine, ouais. En gros, des gars qui avaient de la thune. Oui, Quoi. c'est ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ces gens-là faisaient des investissements un peu variés en termes de portefeuille. Il y avait toute la partie public market, donc ça, je m'en occupais pas tellement. Mais tout ce qui était investissement dans le real estate, tout ce qui était investissement, surtout dans la restauration, qui est vraiment un gros domaine d'investissement pour des gens qui sont à Dubaï, ou encore des boîtes de tech. Donc, je me suis retrouvé un petit peu à commencer à baigner dans cette atmosphère d'investissement dans la tech. Et ce que je faisais, c'était surtout de la structuration de portfolio pour ces gens-là. Donc, je me suis retrouvé sur le board de pas mal de sociétés de tech de Dubaï, du Liban. Je suis même allé en Tunisie pendant un temps. Donc, j'ai pas mal voyagé à travers le Moyen-Orient pour ça. Et avec cette spécialisation, je me suis retrouvé aussi à faire pas mal de boulot de CFO, donc de DAF, pour ces boîtes de tech. Donc, c'était des boulots de DAF outsourcés ou externalisé, fractional. comme on dit exactement. ici.
externalisé pour ces boîtes-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans la tech. Donc, cette fibre un petit peu de créer ma propre structure, elle avait déjà commencé un peu avec Aerofin. Ensuite, en 2018, j'avais un ami, je m'occupais de pas mal de portefeuilles de restaurants et j'avais un ami Homer, qui avait une idée de créer une sorte de variante de ce que vous avez en Europe, The Fork. Oui. Que nous, on a appelé Repeat. Donc, si tu dis que je suis un Repeat Founder, je suis un Repeat ex-founder, mais aussi un Repeat Founder dans le sens commun du terme, qui était en fait une application pour les restaurants, pour leur proposer des programmes de loyauté qui étaient un peu spécialisés pour leur structure. Je vais vous expliquer comment dans un instant. Et comme je connaissais bien la restauration, que j'avais tout le background aussi de levée de fonds et ainsi de suite, je suis devenu co-founder de cette structure Repeat en 2019. Et ce qu'on proposait au restaurant, c'était de mettre en fait un barème un peu comme un jeu de 3 à 5 niveaux, avec un niveau d'entrée et puis ensuite des différents niveaux. Et les utilisateurs, les gens qui venaient au restaurant, surtout sur le dine-in, ils pouvaient, en fonction de leur fréquence et leurs dépenses, avoir donc un discount personnalisé. Et plus ils revenaient rapidement, plus ils avaient un haut discount en fait sur leur meal. Donc c'était vraiment sur leur ticket. Donc c'était vraiment une manière de créer plus de retours clients, d'augmenter un petit peu aussi le panier moyen des restaurants. Et ça a été quelque chose qui a assez bien fonctionné. Je dirais que de 2019 à la crise Covid, on a vraiment eu une croissance extrêmement rapide. On est passé de 3 employés à 60. On a levé 12 millions à travers différents rounds. Et on est passé surtout en termes de revenus. En fait, on faisait un GMV, donc le Gross Merchandise Value, c'était le volume processé par l'application, autour de 3,5 millions de dollars par mois à notre top. Donc, c'est vrai que c'était une croissance assez rapide qui a demandé beaucoup d'efforts et nous a coûté à tous beaucoup aussi. Parce qu'en fait, quand la vague vous submerge, vous êtes toujours un peu en réaction plutôt qu'en proactivité. Oui. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris à comment prévoir ce genre d'événement. Et ouais, ça a été une belle aventure jusqu'au Covid où en fait, nous, on avait un business dine-in. Donc, on est passé vraiment de 3,5 millions de GMV, comme je disais, par mois à 1 500 $. Donc, ça a été un crash assez direct. Et ensuite, pendant 1 an, il y a eu ou des restaurants fermés ou des réductions de présence dans les salles de restaurants. Oui. Et à l'époque, on avait en plus aussi étendu le projet au Texas. Et en fait, en 2020, début 2020, pourquoi le Texas ? Je peux vous répondre après. Mais en début 2020, on avait fait le setup de la holdco dans le Delaware. On avait fait la setup de la opco au Texas. On avait le compte bancaire. On était prêt à se lancer. Moi, j'étais au Texas et on a eu le Covid aussi qui est arrivé de plein fouet. Donc, ça a beaucoup réduit nos ambitions par rapport à ça. Et en 2022, j'ai quitté cette boîte en vendant la moitié de mes parts. Et en faisant une exit personnelle plutôt clean avec un autre co-founder de Repeat, Marco, pour justement aller créer CapQuest, quoi. Ok, très bien. Donc tu commences par de la fidélisation gamifiée avec comme sous-jacent de la restauration. Exactement. Ça paraît un peu étonnant pour quelqu'un qui vient du monde de la finance. Comment tu as fait le lien entre les deux ? Parce que je pense que là, tu étais plus sur la partie data. Souvent, en France, on aime bien mettre des gens dans des cases. Comment tu fais cette transition entre finance pure, structuration financière, planification financière à fidélisation gamifiée ? Alors non, c'est vrai que je suis pas du tout quelqu'un qui croit dans le côté toutologue, tu sais, tu peux tout faire et tout, ainsi de suite. Non, justement, si on peut revenir, moi je crois beaucoup dans la distribution, tu vois, de l'expertise auprès de gens qui savent ce dont ils parlent et ils font. Mais c'est vrai qu'en fait, toute la partie, moi, quand je suis rentré à Repeat, je suis rentré comme CFO à la base, tu vois. Donc, c'est après que j'ai transitionné et que j'ai été General Manager. Mais il se trouve qu'en fait, beaucoup des tools mathématiques, en fait, qu'on utilise en finance, surtout dans ce qu'on appelle, tu vois, genre l'analyse de marché public, que ce soit des optimisations de portefeuille, des Lagrangiens ou ainsi de suite, est utilisable aussi pour l'analyse de données et puis aussi pour l'optimisation des structures de fidélisation pour les restaurants. Donc, on a eu une approche, peut-être à mon avis, trop complexe parfois, où on essayait de pousser énormément ce genre
de programmes auprès des restaurants, mais on avait des résultats qui étaient très intéressants. J'avais inventé des métriques parce qu'à la fin, de toute manière, le programme de fidélisation, il devait se traduire dans des ventes pour les restaurants. Quand tu vends à ton client, ou tu lui apportes une réduction, une optimisation de coûts, ou tu lui apportes plus de revenus, mais il doit y avoir le hook aussi financier qui doit lui parler, quoi. Et donc sur ça, on avait inventé des métriques. Par exemple, on appelait ça le net additional revenue. Donc on regardait en fonction des clients qui revenaient, la fréquence à laquelle ils revenaient plus souvent par rapport à une base normalisée, pour pouvoir expliquer, voilà, ce mois-ci, sur votre chiffre d'affaires, vous avez fait plus 40%, vous avez fait plus 30% grâce au programme de fidélisation de Repeat. Vous voyez que les gens qui n'utilisent pas Repeat, ils ont cette base moyenne de panier. Quand ils utilisent Repeat, ils ont cette base qui est même supérieure après le discount à votre base moyenne quand vous utilisez par Repeat. Donc, on arrivait à faire des calculs financiers pour justifier énormément en fait la vente de Repeat. Et ça marchait plutôt bien en fait, l'idée de montrer par des chiffres comment vous approchez. Mais je pense que ça, que ce soit au niveau de la vente et au niveau de la levée de fonds, c'est toujours la même manière, c'est-à-dire que vous vendez l'idée. Donc l'idée, c'est voilà un programme de fidélité. Vous pouvez le structurer comme vous voulez par rapport à vos clients. Et derrière, vous dérisquez avec les chiffres. Oui. C'est la même chose dans la levée de fonds. Vous vendez l'idée, mais après, il faut pouvoir dérisquer avec les chiffres du marché, les chiffres de vos projections financières, ainsi de suite. Donc, voilà. Ok, très clair. Et du coup, CapQuest, si tu peux nous expliquer ta seconde startup, du coup. Ouais, et c'est vrai que Arrowfin Consulting, c'était pas vraiment une start-up, donc on va pas la catégoriser comme ça. Mais ouais, CapQuest, en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2019, quand je suis devenu co-founder de Repeat. C'était une nouvelle structure, mais on avait déjà une structure précédente qui s'appelait 1001 App. Et cette structure, on faisait des applications pour les supermarchés, pour la livraison. Donc, si vous passez à Dubaï et que vous faites livrer par une application de supermarché, ce sera certainement à travers une de nos applications. D'accord. Et ce qu'on faisait par rapport à ça, c'est qu'on avait déjà fait une levée de fonds précédemment pour 1001 App. Donc, on avait déjà 17 investisseurs sur la cap table. Donc, quand je suis arrivé en tant que CFO, rien n'était structuré en fait. C'était vraiment, il n'y avait pas de connaissances financières dans la boîte précédemment. Et donc, j'ai cherché à structurer un petit peu déjà l'approche par rapport aux relations investisseurs. Et on a aussi mis en place un plan RSU qui tient pour Restricted Stock Units, qui est un plan en fait d'action gratuite pour les employés. Et donc, on avait besoin un petit peu de voir comment on pouvait gérer, automatiser un petit peu tous ces process-là. Excuse-moi, est-ce que ce serait l'équivalent d'un BSPCE en France ou Alors, le BSPCE, c'est plus un équivalent du stock option, parce que le BSPCE va avoir un prix d'exercice, alors que le RSU, une fois que l'action elle est vestée, elle est directement distribuée. Il n'y a pas besoin pour l'employé. Non, c'est un PAGA, plan d'action gratuite. D'accord. Voilà. Exactement, un plan d'action gratuite un peu plus traditionnel. Et après, il y a, en fonction de la maturité de la boîte, utiliser un plan d'action gratuite ou un BSPCE, on peut en discuter. C'est vrai qu'il y a des avantages dans les deux de cette manière. Mais sur le plan RSU qu'on avait, c'était des distributions d'actions gratuites, sans droit de vote, donc des actions un peu restreintes, ce qu'on appelait des participatory shares, mais qui donnaient directement un accès en fait à la propriété de la société à nos employés. C'est quelque chose auquel j'ai toujours cru et que je crois encore, et que c'est pour ça aussi CapQuest participe énormément à ce mouvement de démocratisation de la propriété dans l'entrepreneuriat et dans les sociétés. Donc c'est sur ça qu'on s'est axé. Et donc je disais à l'époque en 2019, j'ai regardé un petit peu ce qui existait sur le marché pour pouvoir automatiser tout mon process en fait de gestion de la cap table. Mais quand on dit cap table, les gens ont souvent en tête la production juste d'un fichier en fait, d'un tableur avec le nom des shareholders et à côté un petit peu combien ils ont d'actions, ainsi de suite. Mais il y a plein d'éléments en fait qui sont annexes et auxiliaires à la gestion de la cap table, que ce soit les schedules de vesting pour les BSPCE, pour les plans d'action gratuites, que ce soit ensuite tout ce qui est lié aux droits de préférence ou ainsi de suite pour vos investisseurs. Et on avait besoin un petit peu de clarté par rapport à tout ça. Il existait dans le marché à l'époque Carta, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le leader mondial aux États-Unis.
Et donc, ils avaient vraiment un software qui était très américanisé, qui était parfait pour une boîte, à mon avis, au Delaware, mais qui allait pas du tout bien pour notre boîte à Dubaï. Puis, qui avait un pricing américain où, à l'époque, on n'avait pas levé énormément d'argent et l'idée de mettre 10K par an juste sur un software, c'était pas vraiment l'idée. Donc, on a construit un peu nos propres tools, quoi. Et donc, j'avais toujours dans l'idée, après Repeat, de me dire, voilà, ça, c'est un marché où je sais de manière générale, en faisant de l'advisory avec pas mal de startups, que c'est toujours un pain point clair et net. C'est comment je gère ma levée de fonds, quelle classe d'action je desserre à mes investisseurs, comment je négocie sur ce genre d'approche. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé CapQuest. Après 1 an de journée de design partner avec des boîtes de VC, des boîtes de PE, mais aussi des startups early stage ou des licornes de Dubaï et d'Inde avec qui on a pu discuter. On a vraiment construit quelque chose qui pouvait être aussi bien accessible pour des early stage founders que pour des sociétés qui auraient 250 à 1000 employés en fait. Et on essaye de donner dedans tout ce qui est best practice avec énormément d'apports éducationnels en fait sur comment gérer un petit peu ses investisseurs, les plans employés, tout ce qui a trait en fait à la cap table et à l'equity, je dirais au capital de manière générale. Parce que c'est certainement en fait, le bien le plus précieux pour tous les entrepreneurs, c'est leur equity et combien ils ont dans leur boîte et comment ça va se traduire en fait à l'exit ou à une IPO éventuelle ou même dans des distributions de dividendes. Donc voilà, c'est un petit peu ce pourquoi on a créé CapQuest. Ok. Moi, je vois l'intérêt forcément pour une société qui est déjà un peu plus avancée, mais est-ce que tu peux nous dire justement l'intérêt et dire aux entrepreneurs l'intérêt pour des boîtes qui sont très early et qui partent justement en roadshow, en phase de levée de fonds. Quel est l'intérêt d'avoir CapQuest plutôt que de, comme tu disais, utiliser Excel ou des logiciels gratuits, entre guillemets? En fait, je donne beaucoup de cours depuis 2020 auprès d'accélérateurs, auprès de programmes entrepreneuriales et ainsi de suite, notamment sur les sujets de projection financière et de levée de fonds. Et je vois qu'à travers tout ça, il y a toujours les mêmes questions qui se posent. Et on parle spécifiquement des gens early stage qui font leur premier roadshow et ainsi de suite. C'est toujours la même question. C'est est-ce que je lève sur un price round? Est-ce que je donne un prix à mon action ou est-ce que je lève sur un BSAR? Quel type de classe d'action je vais délivrer à mes investisseurs? Comment je négocie sur ces classes d'actions? Est-ce que je fais un pool pour mes employés maintenant ou est-ce que je le fais plus tard? Donc en fait, toutes ces questions-là, dès le début, elles commencent à se poser. Ouais. Est-ce que une fois que tu as commencé à constituer un petit peu les bases de ce que tu vas délivrer en termes de classe d'action, combien tu vas lever, sous quel type d'instrument tu vas lever, ça va avoir des répercussions jusqu'à la fin de la société. Donc, c'est quelque chose qui commence aujourd'hui et qui, en fait, est une chaîne de causalité du début à la fin. Et donc, en fait, commencer le plus rapidement sur un software comme CapQuest, déjà, ça te permet de voir un petit peu toutes les possibilités qu'il y a devant toi sans te perdre un petit peu dans un jargon trop technique. Un des éléments, nous, par exemple, qu'on a mis en place sur CapQuest, c'est qu'on a notre FAQ qui est directement au niveau de tous les input blades. Donc, quand tu vas entrer ton BSAR, tu te poses la question de quels sont les termes du BSAR. Tu as toutes les réponses en fait qui sont devant toi. Que ce soit ce qu'on appelle le plafond, le cap, la décote, le discount ou le floor, le plancher. Comment on établit ça, sur quelle base c'est calculé. On donne des exemples, on explique. Énormément de notre travail, c'est du travail d'éducation par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir déjà une vision d'ensemble, mais aussi d'avoir aussi les outils techniques pour pouvoir comment approcher sa première levée de fonds dans la manière la plus saine possible. Okay. Avec des justifications de pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre un plan employé le plus tôt possible. Parce que sinon vous vous faites diluer ensuite et c'est pas la meilleure chose à faire. Le plus tôt la dilution arrive, le plus vite vous pouvez aussi récupérer ensuite. Et pourquoi est-ce qu'un BSAR est justifié dans ce genre de cas? Pourquoi il l'est pas dans d'autres cas? Et ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est utile dès le début. Et surtout que les questions reviennent et elles sont toujours les mêmes en fait. Donc sur ça, c'est utile. Il y a un vrai volet éducation. C'est un sujet qui t'est cher. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve quand on évolue aussi dans les métiers de la finance. Il y a beaucoup de formations. Il y a des ouvrages de référence. C'est un peu l'idée du LexisNavis que tu as mis dans CapQuest ou du Francis Lefebvre, un peu avec cette partie technique où vous construisez la cap table, mais en même temps, vous éduquez?
Ouais, absolument. Alors moi, l'éducation, c'est quelque chose qui m'est très cher. Ma grand-mère était prof, donc et j'ai pas mal de profs dans la famille, donc ça a toujours été quelque chose qui m'était très cher. Je donnais moi-même des cours de maths et de physique durant mes études pour pouvoir un peu supplanter mon revenu. Et en fait, c'est quelque chose que dès que j'ai pu commencer à le faire, parce qu'il faut avoir une certaine expertise sur un sujet en particulier en fait pour pouvoir faire de l'éducation. C'est quelque chose que j'ai commencé en 2019 à Dubaï, que j'ai continué ensuite aux États-Unis, que maintenant en France, je suis content de faire, par exemple pour des programmes comme le Fighters à Station F ou des programmes d'accélération comme Diversity Days. Et c'est quelque chose qui m'est très cher parce que je pense que la connaissance, c'est vraiment un vrai pouvoir. Et quand on élève le niveau de connaissance dans notre industrie des startups, ça peut que être bénéfique pour tout le monde. Des entrepreneurs qui sont mieux formés, qui ont plus de connaissances, ça veut dire potentiellement des meilleurs retours sur les investissements. Et donc, ça veut dire une attraction de notre industrie auprès des investisseurs qui est bien sûr, enhanced. Amélioré, voilà, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très important. Et vraiment, c'est pas une question ensuite de monétiser l'éducation. Ouais. Il y a un trend quand même très présent aujourd'hui qui sont les cours en ligne avec des paiements et tout. Non, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu de manière bénévole, tu vois, par rapport à ça et apporter ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en plus, surtout sur la partie finance, c'est un monde qui est très fermé, qui est très, je dirais, codifié, on a l'impression que c'est une sorte de entre-soi où il y a les sachants et il y a les gens qui ne connaissent pas, alors que en fait, c'est, je pense, accessible, vraiment, et ça dépend de la manière dont on approche la chose. Il y a beaucoup de termes qui sont là, des acronymes ou des choses comme ça qui donnent cette impression un petit peu d'un iceberg où on ne peut que toucher la surface et ensuite il y a tout qui est caché et il faudrait parler à quelqu'un qui sait en particulier. Un expert, oui. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils se justifient leur salaire. Donc c'est certainement quelque chose que je pense démystifier toute cette partie finance, levée de fonds, ça peut que être positif pour tout le monde. Donc c'est vraiment ce sur quoi je m'axe aussi. Okay. Ouais. Et justement, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, on a vu que tu as fait, si on parle d'entrepreneuriat, tu es passé par 3 sociétés. Les 3 sociétés ont ou vont lever des fonds. Est-ce que tu estimes que c'est grâce à cette culture d'entreprise, cette culture autour du financement que tu as pu faire cela? Est-ce que tu as eu des facilités à le faire ou justement, est-ce que c'était simplement les résultats Alors, je vais te dire, c'est la question de la levée de fonds et de la réussite dans la levée de fonds, c'est une question qui est, à mon avis, assez passionnante et qui a tellement de facteurs qui sont impliqués dans cette réussite. Je dirais que déjà, ça dépend de à quel moment tu lèves tes fonds. Okay. Ouais. On va parler d'une manière un petit peu, je dirais, décontextualisé, okay. Sans contexte, la levée de fonds et les critères en fait sur lesquels les investisseurs vont regarder vont dépendre du moment auquel tu lèves. Donc, mettons que tu lèves, c'est ton premier roadshow, t'as pas encore de métriques, ainsi de suite. C'est sûr que là, ce qui est le plus important, c'est la team. Donc, c'est comment toi, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, avec tes co-founders ou seul, tu arrives à te présenter en face des investisseurs. Comment est-ce que tu arrives à vendre ta vision, à te vendre toi-même aussi et à paraître en fait de manière générale. Après, bien sûr, il y a des évidences comme avoir un pitch deck, avoir des projections financières, avoir quand même une structure qui fait sens. Mais surtout, ce que tu vends au début, c'est la team. Après, plus au fur et à mesure que tu avances dans la croissance de ta boîte, plus c'est la traction, c'est les chiffres, c'est combien tu as fait de ventes, combien tu fais de grosses profits, quelles sont tes unités économiques, ainsi de suite, quel est ton coût de production ou de mise en vente qui vont primer. Mais il y a toujours effectivement l'élément relation, mise en contact avec l'investisseur et savoir un petit peu jouer avec les codes. Et de manière non contextuelle, pas pour revenir à ta question qui était est-ce que ma connaissance financière m'a aidé à lever des fonds? Oui et non. Je pense que en fait, il y a effectivement une compréhension de déjà ce que je négocie, mais ça c'est surtout, je dirais, à la fin
du processus de due diligence des investisseurs. Donc, c'est-à-dire que voilà, si je reçois un term sheet où on me dit on va racheter des actions de préférence avec un multiple de 5, avec un retour sur investissement forcé d'ici 2 ans, je sais très bien que là, on est en train de me vendre quelque chose que je peux pas accepter. Ouais. Donc, il y a certains critères sur lesquels je peux négocier peut-être plus facilement. Mais ça arrive qu'à la fin. Au début, ça va être toute une série, pour recontextualiser un petit peu la chose, qui est une série de codes. Donc, ce qui marche bien, c'est effectivement les warm intros, beaucoup plus que les cold intros. Tout ce qui marche bien, c'est aussi avoir accès à un network, savoir être un peu une personnalité, être repeat founder. Bon, bah, ça, c'est un plus énorme, évidemment, dans les levées de fonds. Ce qui est un peu paradoxal, parce que ça veut dire, en fait, rate une première fois pour ensuite pouvoir réussir, alors que tu voudrais quand même que pouvoir réussir dès la première fois. Mais je pense qu'il y a aussi une question de comment comprendre des codes sociaux. C'est-à-dire que les investisseurs, ça reste des êtres humains qui font des décisions en fait basées sur l'émotivité, sur même, je dirais, le tribalisme social. C'est-à-dire s'il y a quand même plus grande facilité pour des gens issus d'un certain background social à lever des fonds, parce que les gens qui sont dans les fonds de VC ou les investisseurs ou les BA viennent du même monde, donc ils se connaissent, ainsi de suite. Oui. Exactement. Donc tout ça, souvent, je trouve que dans les discours qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est un peu effacé toute la dimension un peu sociologique de la levée de fonds, mais c'est sûr qu'elle est là. Donc et à la fin, la dimension sociologique, on la porte pas sur sa veste de manière indélébile. On peut s'adapter à des codes d'une société. Quand je faisais une levée de fonds aux États-Unis, j'avais une attitude très différente de quand je faisais une levée de fonds à Dubaï ou à Hong Kong ou ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'on s'adapte aux codes. Et ça aide énormément parce que ça reste ta personnalité, ça reste ta manière d'approcher les gens qui priment sur tout le reste. Ensuite, tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu n'arrives pas à te vendre toi en tant qu'entrepreneur et à vendre ta capacité d'exécution, parce que c'est vraiment la chose la plus importante. 5% de ta réussite, c'est l'idée, 95% ce sera toujours l'exécution. Sur ça, il faut pouvoir s'adapter au code. Et donc, c'est un peu sur ça que je te dirais que le fait de venir d'un monde de finance m'aide parce que je connais déjà des codes. Les gens qui bossent de toute façon dans les fonds d'investissement sont des gens qui ont des connaissances financières, qui viennent aussi de ce monde-là. Donc, si tu viens aussi d'un monde similaire professionnel, tu peux t'adapter à leur code de manière beaucoup plus facile, quoi. Ok. C'est assez clair, mais il y a une autre question qui revient souvent et qui est un peu le sous-jacent de tout cela, c'est la question de la valo. D'un côté, on a les fondateurs, les entrepreneurs qui viennent avec des besoins clairs. En gros, ils ont leur prévisionnel et savent qu'ils ont déjà des ressources pour une partie de leur développement et vont vouloir aller tout de suite obtenir l'ensemble des capitaux, des fonds pour leur développement. Et en face, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les investisseurs, eux, ils n'achètent pas le produit, ils n'achètent pas forcément non plus tous les besoins au départ, mais ils achètent l'équipe, ils achètent la scorecard un peu. Un peu, ouais, absolument. Dans les méthodes de valo, la scorecard, elle est un peu devenue désuète, mais c'est vrai que ça reste quand même tous les fonds d'investissement, tous les boîtes VC ont une scorecard interne sur laquelle ils vont se dire, OK, la team, c'est OK, l'attraction, le produit, ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'ils ont tous cette approche-là, même si certains disent non, on a évolué et tout, c'est vrai qu'il y a toujours cette approche-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis au niveau de la valorisation, c'est-à-dire que tu lèves pas tous les besoins financiers de ta boîte dès le début. Ouais. Sinon, tu te fais diluer extrêmement massivement et ça va être compliqué de revenir de ça. Mais non, c'est quelque chose de progressif. Et moi, je trouve qu'on a un petit peu perdu les pédales d'ailleurs par rapport à ce genre d'approche de round, c'est-à-dire que le classique, ça va être le seed ou le pre-seed, le série A, le série B. Et normalement, après un série B, on estime qu'une société doit être profitable, quoi, au moins. Et même souvent avant la série B. Et la série B, ça peut être juste une levée pour l'expansion. Aujourd'hui, on est sur des séries F, ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est un discours qui a déjà été fait et refait. Donc, c'est vrai qu'on le sait tous. Mais c'est vrai qu'on ne lève pas du tout tous les besoins. Par contre, sur la question de la valorisation, moi, je pense que
l'innovation financière des 10 dernières années, ça a été vraiment l'introduction du SAFE et du BSAR par rapport à ça. Et ça permet de faire une levée de fonds. Et c'est d'ailleurs ce qui a détrôné en fait la méthode scorecard de valorisation. C'est-à-dire que la méthode scorecard de début, c'était 5 critères. Chaque critère, ça nous donne une valorisation de 0 à 500 000. Et puis, on peut arriver sur une valo finale de 2,5 millions. Ce qui veut dire que si tu as envie de lever 2 millions, tu te sacrifies énormément dès le début. Et surtout que les levées de fonds initiales maintenant pour les entreprises, c'est plus ce que c'était il y a 10-15 ans. On n'est plus sur des levées de fonds de 150 000, on est sur des levées de fonds de 1 million, 2 millions, parfois même plus. Donc c'est vrai qu'il y avait besoin d'innovation là-dessus. Et YC, Y Combinator, qui a développé le SAFE, a vraiment aidé par rapport à ça. Parce que là, ça veut dire que la question de la valorisation, on la prend plus en compte au tout début. Ce qui fait sens, on n'a pas les métriques pour le faire. Donc, on va faire un pari sur une valorisation future. Et ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a permis à beaucoup de boîtes de lever au début, alors qu'il n'y avait pas ces conditions-là possibles avant, quoi. Mais après, sur l'établissement de la valorisation, c'est intéressant parce que je me souviens très bien d'une époque, par exemple avec Repeat, où nous, on était encore valorisé sur le GMV. Donc, c'était combien on processait par mois et il y avait des multiples qui étaient liés par rapport à ça. Après la crise de 2021, le Venture Winter, où il y a eu vraiment beaucoup moins de fonds alloués, et ça s'est vu, je veux dire 2024 était une année pire que 2023 encore en termes de levée de fonds. On espère que ça va se récupérer un peu en 2025-2026, mais c'est vrai qu'il y a eu une réduction de cette manière des montants de levée de fonds, et ça globalement, de manière générale. Et on a vu qu'il y a eu des shifts sur les méthodes de valo. Donc nous, on était passé par exemple du GMV au gross profit, donc c'est-à-dire à la marge brute. Et ça donne des dynamiques en fait différentes d'approche pour les entrepreneurs, de comment est-ce que je considère mon business, qu'est-ce que je dois générer, quels sont les leviers en fait que je dois actionner. Très simplement, si moi mon focus c'est de faire du volume de vente, je peux donner des très gros discounts, je peux essayer de tout faire pour booster ce chiffre de vente, mais si maintenant ça doit être sur la marge nette, c'est sûr que là, je dois avoir une vision d'ensemble de la profitabilité de l'entreprise qui est complètement différente. Moi, je dois vous avouer, venant d'un monde un peu plus classique par rapport à toutes ces questions financières, je crois énormément dans l'idée de si on construit un business, c'est pour construire un business qui fait du profit. Oui. Avec le but, c'est un peu le mot dont personne ne parle jamais, mais avec le but de distribuer des dividendes. Les business qui marchent le mieux, ils arrivent à redistribuer le surplus auprès des actionnaires. Donc, et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi avec AppQuest qu'il y a quelque chose sur lequel on se bat énormément, c'est la participation au capital avec des droits aux dividendes des employés. Parce que c'est là où en fait les gens peuvent vraiment voir le bénéfice de leur travail. C'est-à-dire que créer un business qui est profitable, où ensuite il y a une distribution de dividendes, où ces dividendes, elles vont pas que aux actionnaires, mais elles vont aussi aux employés, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi un des trucs, je me lance dans une tangente, c'est aussi un des trucs sur lequel on n'en parle pas énormément dans l'entrepreneuriat, qui est qu'on a vachement cette idée et cette image de l'entrepreneur solo qui, avec son drapeau sur l'épaule, est allé le planter malgré le vent glacial en haut d'une montagne ou ainsi de suite. Donc, bien sûr, on a tous des challenges et on a tous des courbes d'apprentissage plus ou moins difficiles auxquelles on doit faire face. Mais il y a toujours une équipe. Bien sûr. La chose la plus importante que j'ai appris, c'est que même si je suis très bon sur quelque chose, si je peux prendre quelqu'un qui est meilleur que moi pour le faire, mais c'est tout bénef. Donc, et cette idée de l'entrepreneur solo qui a tout construit tout seul, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est toujours l'équipe et la force de cohésion que vous avez arrivé à créer avec votre équipe, les experts que vous arrivez à vous entourer, qui fait que on y arrive plus ou moins rapidement, quoi. Donc c'est très important par rapport à ça, quoi. Totalement. C'est Steve Jobs qui disait qu'il était certes peut-être brillant, mais que il y avait un truc un peu moins cool parce que Steve Jobs aimait noter les gens de A à D apparemment, et il disait qu'il allait forcément essayer de trouver des A
assez cool pour qu'il ait envie de bosser avec eux, mais quand même noté pour qu'il lui apporte des trucs nouveaux à chaque fois. Donc, on retrouve ça et enfin. Bien que c'était un personnage emblématique d'Apple, il a toujours mis en avant et préparé sa succession au-delà de sa maladie. Et c'est vrai que c'est assez important de dire aujourd'hui que la team fait quasiment tout. Certes, il faut l'idée, la vision, mais il faut exécuter. Et pour exécuter, il faut des gens de confiance et compétents. Absolument. Ouais. Moi, ça a été... c'est-à-dire que quand on a cette approche qu'il faut qu'on fasse tout seul ou que toute la stratégie doit se reposer sur une seule personne, j'ai vu tellement d'entrepreneurs faire des burn-out par rapport à ça. C'est pas soutenable en fait sur le long terme. Après, c'est un art en fait de savoir bien s'entourer. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, on n'a pas le choix aussi au début de qui on peut prendre autour de soi. Donc non, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental et qui fait souvent la différence dans la réussite des sociétés. J'ai jamais vu une startup ou une entreprise qui a vraiment fonctionné sans avoir en fait une bonne équipe de co-founders. Donc, d'ailleurs, franchement, je trouve ça génial que deux frères arrivent à... Non, franchement, c'est génial ça. Parce que moi, je pourrais jamais bosser avec mon frère. Peut-être parce que vous avez les mêmes spécialités, des compétences similaires. Nous, c'est vrai que c'est ultra cool de travailler entre frères, mais ça n'a pas été drivé uniquement que par ça. Un peu comme toi, j'étais le CFO externalisé de sa première structure, qui est un cabinet classique sur les financements plutôt côté crédit d'impôt. Et tout de suite, avec mon regard un peu externe mais impliqué, j'ai vu des choses qu'on pouvait automatiser. Et c'est comme ça qu'on est venu à parler au-delà de la relation frère et de la relation client, à avoir une vision nouvelle pour une nouvelle structure. Mais c'est vrai que nous, on cherche aussi à s'entourer de talents. Et c'est un sujet extrêmement difficile et qui est passé sous silence. C'est pour ça que j'ai voulu rebondir sur ce que tu disais, parce que autant au niveau de l'équipe des fondateurs qu'au niveau des premiers employés, des gens qu'on responsabilise, de la manière dont on détecte les gens à responsabiliser. C'est un peu ce qui se fait en cabinet aussi, parce que on parle de cabinet, ça a l'air d'être une énorme structure monolithique, mais chaque associé a un peu ses personnes de confiance et fait confiance à ces personnes pour trouver la nouvelle génération qui va monter et être positionnée sur de nouveaux dossiers. Je trouve que dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat, il y a ce besoin-là de faire le recrutement et malheureusement, comme tu le dis, on est contraint au début parce que on n'a pas forcément beaucoup d'argent avant de lever des fonds, mais on a besoin d'aller vite pour prouver que si on n'a pas forcément une team parfaite, qu'on peut exécuter assez bien et rapidement et créer de la confiance avec les investisseurs potentiels et toutes les parties prenantes. C'est un vrai sujet pour nous. Oui, absolument. Et tu sais, c'est intéressant parce que par rapport à ça, c'est difficile. Tu disais que Steve Jobs établissait des scorecards sur les gens de A à D. Je pense que c'est très difficile en fait de juger les gens. Et même sur la longueur, il y a un truc que j'ai appris dans ma carrière, c'est que c'est difficile de dire, voilà, j'ai une idée arrêtée sur une personne. Souvent, les gens évoluent. Oui. Et surtout, nous, dans nos entreprises, on a souvent des moyennes d'âge qui sont basses. C'est-à-dire que les moyennes d'âge des employés dans les startups, c'est autour de 27-28 ans. Et c'est l'âge spécifiquement entre, je dirais, 20, 30 ans à 35 ans où on change le plus. Donc, moi, je me rappelle en particulier d'une employée qu'on avait pris. On avait commencé... Elle avait fait un stage de 3 mois auprès de Repeat. Ensuite, elle était devenue en CDI. Elle avait bossé un peu avec moi. J'avais pas du tout été impressionné. Je trouvais qu'elle était pas sûre de ses sujets, qu'elle avait pas vraiment de professionnalisme dans la manière de travailler. Les autres chefs de département m'avaient dit non, tu vas voir, elle va être bien. Il se trouve que 2 ans après, c'était pour moi une des rockstars de notre boîte. Donc j'avais absolument tort sur mon appréciation initiale en fait de la personne. Et donc en fait, laisser aussi aux gens la capacité de croître et de pouvoir s'affirmer, c'est quelque chose de fondamental. C'est dur de juger les gens à un moment donné. Moi, je sais que personnellement,
entre mes 20 et mes 35 ans aujourd'hui, mais enfin, j'ai complètement changé. Je suis plus la même personne. Donc, c'est sûr qu'il faut laisser ça. Et donc, comment est-ce qu'on juge les gens sur le long terme? Comment est-ce qu'on leur donne aussi les capacités de pouvoir faire des choses, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir exprimer leurs compétences ou de les acquérir, en fait? Et c'est tout un espace, en fait, bienveillant, à mon avis, qui souvent passe un peu à la trappe. C'est-à-dire que on est toujours dans la course, on est toujours dans le hustle ou ainsi de suite, où on veut se donner à fond et on veut aussi prendre le plus possible du temps, des compétences et ainsi de suite de nos employés pour pouvoir être dans une logique de production maximisée. Mais créer un bon environnement où les gens peuvent se révéler, c'est souvent un truc qui fait aussi une grosse différence, quoi. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, aussi au fait de pas tout le temps être dans le hustle. Et ça veut pas dire être dans l'autre côté, le sorte de culte de l'entreprise où chaque année, on va au ski, on va à la plage, tous les jeudis soirs, on va prendre un verre. Et les gens ont une vie aussi. On peut pas les forcer constamment à participer à une sorte de culte de l'entreprise. Oui, c'est ça, ouais. Mais qui est très présente à Paris. Je suis assez surpris de voir que beaucoup de boîtes font ça. Et je comprends, c'est très bien de créer de la cohésion d'équipe. Je pense que cette cohésion d'équipe, elle peut aussi se passer au temps du travail où les gens, s'il y a un bon espace et qu'ils se parlent entre eux et ainsi de suite, et de manière assez naturelle, de cette manière, les liens sociaux et amicaux se créent. Mais c'est vrai que c'est avoir cette juste balance de créer un environnement bienveillant sans verser dans le culte et pour pouvoir vraiment que les gens s'épanouissent, quoi. Donc voilà, ça a été mon plus grand apprentissage, je pense, dans ma carrière d'entrepreneur. Ouais. D'accord. Et justement, par rapport à ça, comment tu fais pour manager tes équipes? Moi, j'aime bien l'idée des petites équipes. Je pense que ce sur quoi on a vachement tablé, c'est-à-dire que dès qu'il y a une trop grosse masse sur un département en particulier, il faut un petit peu le diviser en petites équipes qui fonctionnent bien, qui sont cohérentes. Je me souviens qu'on avait un gros département, par exemple, vente à l'époque chez Repeat, et on avait 15 personnes. Même 15 personnes, ça paraît petit sur des grosses structures, mais ça commence à devenir difficile à manager. Donc, les diviser de manière à ce qu'il y ait des petits groupes qui soient manageables et ainsi de suite, déjà, ça aide énormément. Parce que déjà, un petit groupe, ça veut dire quelques voix, mais en même temps, pas une cacophonie. Ça aide sur ça. Et une deuxième chose, c'est leur donner le pouvoir de pouvoir proposer des idées, de pouvoir avancer, et ainsi de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est totalement tout le temps dans la phase de questionnement et de réflexion sur la stratégie, mais au moins donner une voix. Après, ça peut être bien reçu, ça peut être mal reçu, c'est un peu un classique. Mais je crois beaucoup dans la délégation de responsabilité. Je le fais énormément aussi sur CapQuest. Maintenant, on est une petite structure, on est 6. Mais c'est vrai que j'ai donné la main sur plein de choses sur lesquelles en fait, j'ai aucune compétence et je veux avoir des gens qui puissent prendre de A à Z la responsabilité. Donc souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, même sur la formation de leurs produits, vont dire « Ah non, mais là, je veux une couleur bleue. Là, il faut qu'en fait, ce bouton il soit placé ici, et ainsi de suite. » Moi, je me prends jamais la tête avec ça. J'ai un designer, il est expert sur le sujet. C'est totalement entre ses mains le succès ou la faillite de ce qu'il produit. Donc, c'est vrai que sur le management, moi, je suis assez hands-off. Après, l'important du hands-off, je pense, c'est le lier avec des targets très précis. Donc, le plus précis tu peux être, en fait, sur l'établissement de tes targets, après, c'est plus sur la manière dont ils vont arriver à ces targets qui est à leur responsabilité. Alors ça marche avec certaines personnes. D'autres personnes ont besoin de beaucoup plus de guides et ainsi de suite. Donc, savoir s'adapter aussi aux gens, c'est quelque chose d'assez important. En somme, il n'y a pas vraiment, de formule magique. C'est vraiment une question de toi, ta personnalité, comment tu t'adaptes dans le rôle du manager et comment tu crées en fait, une dynamique où la personne, elle sait que tu es authentique, que tu es honnête avec eux, que tu n'es pas en train d'essayer de leur vendre une Rolls-Royce alors que c'est une 2 chevaux et que tu leur dis très clairement ce vers quoi on va aller. Moi, j'ai aussi une autre politique avec ma team, c'est que je suis extrêmement transparent sur tout. Je parle de tout.
Vraiment, que ce soit de levée de fonds, que ce soit ainsi de suite, il n'y a pas vraiment de sujet tabou. On est un peu tous dans le même bateau de toute manière, que ce soit sur les chiffres de vente, que ce soit sur les clients, que ce soit sur les levées de fonds, ainsi de suite. Je suis très open d'avoir ces discussions. Souvent d'ailleurs, avoir ces discussions avec certains de ma team m'a aidé à entrevoir des perspectives que j'avais pas vues moi-même. Et je pense que ça rassure énormément les gens d'être mis au fait, d'être mis au courant, d'être un petit peu dans le loop, quoi. Donc ça, c'est un autre truc sur lequel je crois vachement, ouais, la transparence. Et qu'est-ce que tu retiens justement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris par rapport à tes expériences précédentes, puisque tu parlais du fait d'être un repeat founder? Qu'est-ce que tu retiens de tes expériences précédentes? Qu'est-ce que tu as gardé et qu'est-ce que tu as potentiellement changé totalement en fait? Si je passe en revue tout ce qui s'est passé, tu sais, genre depuis, je dirais 2019 où vraiment je suis rentré en tant que founder, il y a eu tellement de péripéties que j'ai l'impression que c'était, moi c'était 4 ans de vie là-bas, mais ça a été 10 ans en fait. Et même depuis la création de CapQuest, on a commencé en 2023. On a fait un roadshow dans différents pays. On a commencé, on est à Dubaï, mais on a aussi maintenant une présence qu'on veut établir en France, notamment à travers Station F. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Je dirais qu'en fait, c'est une évolution personnelle qui fait que j'avais de l'ego, je dirais, quand j'ai commencé toute cette journée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut ne pas passer sous silence. Beaucoup d'entrepreneurs aussi commencent l'entreprise parce qu'il y a un ego qui peut driver à la chose. Je crois qu'on en a tous connu. Et ça, au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui s'est complètement érodé. C'est-à-dire que une fois que vous recevez suffisamment de baffes, au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question aussi. Et donc aujourd'hui, je suis beaucoup moins axé sur la question de l'ego. C'est-à-dire que je fais pas CapQuest parce que j'ai envie que Antoine réussisse. Je fais CapQuest parce que je pense qu'il y a un besoin. Je pense que c'est quelque chose qui peut servir vraiment nos clients, que ce soit au niveau des entrepreneurs, des investisseurs et des employés. Donc ça, c'est vraiment une approche, je dirais, qui est très différente par rapport à comment j'avais commencé peut-être plus tôt avec l'idée de l'entrepreneur, l'idée de la business card avec son nom et ainsi de suite et tout le bullshit en fait qu'il y a autour de ça. Parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs être excités à montrer leur business card, un peu comme la scène American Psycho. Oui, exactement, d'American Psycho. J'ai fait un unboxing incroyable. Mais en fait, ça c'est vraiment, mais c'est le truc que tu oublies à la fin. Donc, c'est vraiment très important de savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Donc ça, mettre son ego de côté, c'est vraiment fondamental. Après, toujours avoir un peu d'ego parce que sinon, ça marche pas. Mais vraiment pas avoir cette espèce de côté toxique, narcissique et tout. Je pense que ça a été une grande leçon. La deuxième chose, ça a été que si on crée un business, on parle beaucoup de vision, on parle beaucoup de visionnaires, on parle des Steve Jobs, d'autres noms dont j'ai pas envie de faire de la publicité ici. Mais ce qui est important, c'est aussi de créer un business pour en fait faire du profit et pouvoir faire un retour, que ce soit pour tes investisseurs. Ça, c'est clé, je veux dire. Mais aussi pour pouvoir, en fait, supporter ton salaire et le salaire de ta team. Ta team, ils ont une famille, ils sont peut-être mariés, ils ont peut-être des enfants, ainsi de suite. Donc, en fait, quand on est entrepreneur, on n'est pas juste responsable de ces 10 investisseurs sur la cap table et de ces 5 employés ou de ces 100 employés. On est responsable, en fait, d'une branche beaucoup plus large. Il y a beaucoup de gens qui dépendent sur le fait que l'entreprise réussisse. Et donc ça, c'est vraiment une responsabilité que j'ai énormément à cœur. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être très présent dans la mentalité des entrepreneurs, qui est qu'on est responsable que plus que son propre portefeuille. On est responsable en fait de familles, de gens qui ont une vie, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, générer du vrai revenu et générer des bons chiffres, c'est pas juste important pour pas tomber dans la vanité de métriques qui ne veulent rien dire, taux de croissance, ça. Le bottom line, ça reste pour moi la clé maîtresse. Et c'est pas juste une question de ouais, mais parce que quand on génère de la thune, on devient maître du monde, blablabla. Non, c'est parce que en fait, quand on a un business qui est profitable, qui a un bon cash flow, on arrive à supporter en fait
tout un florilège de gens qui survivent et qui vivent et qui peuvent s'épanouir par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a un point sur lequel tu as fait une petite transition. Vous vous implantez en France avec CapQuest. Ouais. Tu es français, mais tu as vécu depuis un moment à l'étranger. C'est quoi ton retour sur déjà le business à faire en France et puis globalement l'état global du discours en France? On est prêt pour la séquence qui va peut-être la plus coupée donc du discours. Non, c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais vraiment vécu en France. Quand j'étais gamin, je suis parti très tôt. J'ai vécu à Madrid, ensuite à Milan, ensuite à New York. Ensuite, je suis retourné à Milan. J'ai fait vraiment 1 an et demi de ma vie en France Okay. quand j'étais en grandissant. Et en plus, j'étais dans un lycée international. Donc, j'étais pas du tout dans un bas français. Mais j'ai toujours fait les lycées français à l'étranger où on nous vend une idée de la France qui est très différente de quand on la vit sur le terrain, à mon avis. Mais c'est vrai que c'était une idée du pays des droits de l'homme, de la démocratie. Enfin, on a une belle image de la France, je dirais, dans les lycées français à l'étranger. Extrêmement belle. Et ensuite, quand je suis parti, je suis revenu un petit peu, mais j'ai surtout bossé en Italie. Et ensuite, je suis parti directement à Dubaï. Et là, je suis encore à Dubaï avec l'opération de rentrer aussi, d'être plus présent sur Paris. Mais je suis très impressionné déjà par le niveau de compétence quand même général du marché ici. Je trouve que c'est vrai que même comparé aux États-Unis où j'ai passé quand même 2 ans pour Repeat entre le Texas, New York et San Francisco, je suis très impressionné par le niveau de compétence. Je trouve que les gens ici se spécialisent, deviennent experts assez rapidement de leur sujet et donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Après, je trouve qu'il y a... alors, c'est peut-être du biais du fait que moi, je travaille dans un certain secteur. Il y a une grande division dans l'approche de la levée de fonds, des aspirations pour la boîte. Il y a des gens qui sont un petit peu des serial entrepreneurs, qui font partie d'un petit club serré, qui, eux, ont accès aux fonds, qui ont accès à tout un monde. Et alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aspirants, qui n'ont pas les codes et qui font ça de manière, j'ai pas envie de dire dilettante, mais qui en fait n'ont pas les codes pour pouvoir accéder un petit peu à ce petit monde. Et je trouve que les barrières de passage entre les aspirants et, je dirais, les confirmés, elles sont pas aussi existantes que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Je trouve que les écosystèmes aux États-Unis notamment, mais même à Dubaï, sont beaucoup plus flexibles et accessibles pour tous. Si vous devenez demain entrepreneur aux États-Unis ou entrepreneur à Dubaï, vous avez des groupes, des communautés, une manière de networker qui est très facilitée. Comme ce sont des endroits où en fait le background, je dirais, généalogique, social, ainsi de suite, est un peu effacé de la discussion, c'est plus facile de s'intégrer. Je me rappellerai toujours que par exemple à San Francisco, quand j'y étais allé, je connaissais personne dans la Silicon Valley et je me retrouvais, j'ai rencontré un type qui m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et en fait, tous les soirs, j'allais à des dîners avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, ainsi de suite. Et j'étais un peu impressionné de la manière dont on s'intègre très rapidement en fait dans l'écosystème. Et j'avais posé la question à un type qui m'a invité à un dîner justement avec des gros fonds de la Silicon Valley et il m'avait dit mais en fait tu vois Antoine on doit pas avoir d'arrogance, on sait pas qui est le prochain Mark Zuckerberg donc on est sympa avec tout le monde. Donc il y a bien sûr la question du calcul matériel et ainsi de suite, mais l'attitude en fait elle est bonne, c'est-à-dire de toujours parier sur le positif, alors que je trouve que en France on commence avec un petit peu, voilà, on commence à moins 100 et à travers la discussion, après, il faut arriver à plus 10. Alors qu'aux États-Unis, tu commences à plus 100 et après, il faut faire attention de ne pas retomber à 0. Donc, il y a un petit peu cette approche-là. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. C'est-à-dire que le moins 100 en France, c'est parce que justement, on veut que l'expertise prime et donc on veut avoir confiance. Et donc ça, je comprends parfaitement cette approche-là. Mais c'est vrai que de l'autre côté, ça crée beaucoup de méfiance, ça crée beaucoup de je dirais, de posturing, où les gens, en se discutant, ont un petit peu cette attitude de « OK, où est-ce que je te place dans la hiérarchie ?» Donc, et ça, c'est un truc qui m'a un peu choqué, en fait, en revenant en France. C'est un petit peu la codification de la pyramide des relations sociales, même au sein du monde des startups, qui est censé être un monde, en fait,
plus horizontale que verticale. Oui, Je veux dire, dans la nature même de l'idée de l'entrepreneuriat, on part de rien, on a une idée, tous ensemble, on construit quelque chose. Il y a une sorte de parité, d'égalité de pieds qui devrait être là. Mais c'est vrai qu'il y a un monde plus verticalisé en France que je ne m'attendais pas en fait à voir. Donc ça a été un peu la surprise. Mais après, bon, c'est très agréable aussi la France. On va pas non plus se plaindre. Non. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'était que en développant des cours ici pour les programmes d'entrepreneuriat, pour revenir un petit peu sur le sujet financier, j'ai pu faire des comparaisons directes entre projection financière française, projection financière des Émirats. De Dubaï. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a souvent l'impression en France que le coût de créer une société, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau des contributions sociales, est en fait extrêmement élevé. Mais moi, je peux dire chiffre à l'appui que si on fait comparaison à comparaison, en fait, la France est plutôt un bon pays pour créer sa boîte. D'accord. Que ce soit sur les aides, déjà au niveau de la BPI, au niveau de toutes les aides régionales et ainsi de suite que vous récupérez. Il n'y a pas autant de pays dans le monde, si ce n'est presque aucun, qui a cette capacité de support du tissu entrepreneurial. Première chose, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, c'est pas du tout le cas aux Émirats, c'est pas du tout le cas en Arabie Saoudite. Sur ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Après, ce qui est marrant, c'est que par exemple, sur la question de la contribution sociale, on dit souvent, voilà, le coût de l'employé en CDI est très élevé en France, c'est prohibitif en fait d'avoir presque d'employer des gens, mais à poste égal, le salaire est supérieur à Dubaï, sans contribution sociale, mais comme il est supérieur à plus de 150% du poste en France, même avec la CSG et ainsi de suite à payer dessus, en fait, ça vous coûte moins cher d'avoir quelqu'un en France. Et en plus, le niveau de compétence est supérieur en France. Donc, je pense que en faisant cet exercice de regarder, j'ai commencé à déconstruire pas mal de mythes la France est un pays trop cher pour entreprendre. Je pense qu'en fait, non, c'est pas du tout le cas. Le problème souvent en France, c'est que en fait, c'est le même problème d'ailleurs qu'on rencontrait à Dubaï, c'est que ça peut être un petit marché. Et puis après, même si c'est un marché quand même qui est énorme, je veux dire même par rapport à tout le Moyen-Orient, c'est quand même un marché qui est énorme, la France. Mais c'est vrai que comme pied pour l'Europe de manière générale, là c'est très intéressant. Et vraiment, moi, c'est pour ça aussi qu'avec CapQuest, on s'intéresse à la France et tout, parce que l'Europe, ça reste un des marchés les plus majeurs au monde. Et c'est vrai que l'accès à ce genre de marché, c'est très intéressant. Donc la France, plutôt un bon pays, je dirais, pour entreprendre. Vraiment, quand on regarde deep les chiffres et qu'on s'intéresse à ça. Ensuite, c'est un bon accès à un marché qui est très, très large. Il y a un truc qui est intéressant, par contre, et ça, on m'en parle beaucoup, c'est la difficulté d'innover, c'est-à-dire la difficulté de se projeter dans l'utilisation d'un nouvel outil, par exemple. Oui. On est très basé sur oui, non, mais les choses sont faites comme ça. Non, on va pas changer nos modalités d'action ou nos modalités de faire cette chose ou cette chose-là. Ça, c'est variable, je pense. Et peut-être que c'est beaucoup plus effectivement présent en France que ce n'est présent dans d'autres pays, mais après, je pense que c'est quelque chose où, quand on présente sa solution, on peut facilement aussi convaincre aux gens d'essayer, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le coût de l'entrepreneuriat en France par rapport aux autres pays, parce que c'est pas du tout ce qu'on a globalement. Généralement, quand on fait du French bashing, c'est l'un des premiers éléments qui ressortent. Oh, le coût du travail est très élevé. Alors que, effectivement, même dans le monde de la finance, on se rend compte qu'il y a aussi un écrasement des salaires qui fait qu'il y a des gens ultra compétents qui ont souvent des salaires. Alors, certes, quand on prend le super brut, avec toutes les charges qu'on a en France, ça a l'air énorme, mais en regardant, par exemple, je ne sais plus qui avait fait cet exercice de regarder le financement d'OpenAI et celui de Mistral, en disant s'ils arrivent à recruter en France, il y a un côté d'économie parce que tout coûte beaucoup plus cher maintenant, et d'autant plus aux États-Unis parce que tu dois loger des gens dans la Silicon Valley parce qu'il y a les retours au bureau. Donc, ça veut dire un certain niveau de revenus pour qu'ils puissent même être juste en coloc, etc. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur ce point-là.
Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Dubaï, mais alors les États-Unis, c'est tout un autre délire. Hein. C'est-à-dire que moi, je me souviens sur les États-Unis, quand on a créé notre Holdco Delaware, déjà à premier coup, $200 000 d'avocat. Donc, c'est-à-dire que en termes d'établissement de société, des statuts, d'avoir nos documents, nous, on était un Français, un Turc, un Brésilien qui arrivions sur un marché américain où on connaissait rien, on avait besoin d'aide, et ça c'est après avoir négocié, je vous dis pas, pendant des mois et des mois, mais on a eu une facture autour de $200 000 de frais d'avocat, avocat nécessaire en plus aux États-Unis pour s'établir. Les coûts de la société, ils sont là, le coût de l'emploi est extrêmement cher. Aux États-Unis. Hein. Je veux dire, c'est lié aussi au coût de la vie là-bas. Je veux dire, quand vous regardez qu'un appartement de 2 pièces à New York, je me souviens que j'ai regardé pour 2 chambres, c'était autour de $8 000 par mois. C'est prohibitif. Donc, des gens qui font $400 000 par an de salaire, ils mettent pas d'argent de côté s'ils vivent à New York. Hein. J'en connais personnellement, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que là, au niveau de tout ce qui est technique, c'est-à-dire un CTO, des gens qui bossent pour votre département tech ou produit, c'est des millions de dollars pour ce genre de département qui sont facilement dépensés en salaire par an. Donc, l'outsourcing, de toute façon, de la question de la tech, même la Silicon Valley maintenant le fait. Ils ont souvent juste un CTO, 2-3 gars qui sont à San Francisco. Et puis après, c'est des équipes en Inde, en Malaisie, en Indonésie, en Turquie ou en Europe de l'Est qui s'en occupent en fait du code lui-même. Hein, mais c'est beaucoup trop cher là-bas. La France est beaucoup plus abordable par rapport à ça. Mais on peut faire du French bashing si vous voulez aussi. Super intéressant. Moi, j'ai envie de te poser des questions parce que nous sommes des entrepreneurs et tu as une très bonne expérience par rapport. Je reviens encore à la partie levée, mais quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire lorsque nous sommes justement des entrepreneurs, que ce soit en pré-seed, en seed ou en série A? On ne parle pas justement avec les mêmes interlocuteurs, les BA, Business Angel ou les VC. Est-ce qu'il y a des choses justement à éviter pour se protéger? Tu en as un peu parlé précédemment. Ouais, c'est extrêmement variable en fait comme approche, mais je dirais que la première chose, l'attitude personnelle, la capacité de savoir se vendre et tout est fondamentale. Mais sur les choses à faire et à pas faire, je pense que la chose définitivement à pas faire, c'est se lancer sur sa levée de fonds sans être préparé. C'est-à-dire que l'idée de, dans un mois, je vais m'y mettre, non. Si tu n'as pas établi en fait tout un processus de choses en amont, ta levée de fonds, ça peut être un désastre. Et souvent, la levée de fonds, quand on n'a pas accès à un network, qu'on n'est pas introduit par-ci, par-là dans les salons et ainsi de suite, c'est souvent un seul rendez-vous avec la seule chance de pouvoir rencontrer cette personne et de le pitcher. Donc, vous ne pouvez pas flinguer cette chance. Ouais. Tu vois. Et c'est vrai que la préparation, c'est quelque chose souvent qui n'est pas assez pris en compte. La préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as établi ta stratégie commerciale, ton go-to-market, toutes ces choses-là. Tu as établi, si tu en as besoin, si c'était un B2C, ta stratégie marketing. Tu as établi ta stratégie d'embauche. Genre, pour arriver à ces objectifs-là, quelle va être la team dont tu vas avoir besoin? Tu as établi ta stratégie de vente, ton pricing, la manière dont tu vas le vendre aussi. Je veux dire, se préparer aussi à des pitchs de vente, savoir comment tu vas structurer ton approche, de convaincre ton client, de signer, ainsi de suite, c'est fondamental. Et en fait, d'avoir préparé toute cette documentation qui, à la fin, culmine juste dans une projection financière et un pitch deck. C'est à la fin vraiment de toute la préparation en amont qui est faite où tu produis ces 2 documents. Souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs commencent avec le pitch deck. Oui. Et ensuite, le pitch deck, ils sont tout dedans en fait. Et il n'y a rien de sous-jacent. Je veux dire, si après tu lui demandes, ok, tu peux me donner ton plan d'embauche. Ok, si tu peux me donner ton plan d'embauche, si tu peux me donner ton plan marketing, ainsi de suite, il n'y a rien. Tout est dans le pitch deck. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, vraiment, déjà, cette question de préparation. Et en fait, si tu te prépares comme ça et que tu sais déjà, ok, ton marché, tu commences à être un expert de ton marché, ton produit, tu es un expert de ton produit, tu sais comment approcher ton go-to-market, tu sais comment approcher la gestion de ton pricing, de tes clients, ainsi de suite. Quand tu vas pitcher,
toutes les questions, tu les as déjà répondues en fait. Tu sais déjà comment approcher la discussion avec ton investisseur. Et je pense que même en termes de confiance en soi et de préparation à ça, en fait, c'est fondamental. Et souvent, on se dit, ouais, mais j'ai pas le temps, là, j'ai des dépenses, il faut que je lève, et ainsi de suite. Il y a une vérité quand même qui est là, qui est que surtout au début, quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas un petit coffre de guerre, un petit war chest, un petit compte sur lequel tu as de quoi venir voir pendant un certain temps, ça va être extrêmement compliqué. Tu ne peux pas expecter que c'est ta levée de fonds qui va faire que toi, tu vas pouvoir commencer à bosser sur ton business avec un salaire et tout. Et c'est ça où c'est une injustice d'une certaine manière, parce que ça veut dire qu'en fait, il faut déjà avoir de l'argent pour lever de l'argent. Mais c'est quand même la réalité des faits. Parce qu'une levée de fonds, à une époque, ça durait 3 mois. Maintenant, ça dure 6 mois. Maintenant, ça dure 1 an. Ouais. Donc, les levées de fonds, elles s'étendent au niveau du temps. Comment est-ce qu'on survit 1 an sans salaire ? Si on n'a pas un petit peu une source de revenus alternative ou même un compte de dépôt qui vous permette de survivre ou ainsi de suite, en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, savoir structurer un petit peu aussi ses finances personnelles de manière à voir venir. Parce que une règle, moi, que j'applique tout le temps, c'est si tu estimes que ça va te prendre ce temps-là et ça va te coûter ça, double le temps et double le coût. Ah ouais. Donc ça, si tu as cette approche-là en tête, tu sais à peu près, genre, OK, je vais lever en 6 mois. Non, tu vas lever en 1 an. Je vais devoir 1 million d'euros, j'ai besoin. Non, en fait, tu vas avoir besoin de 2, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, quand on refait ensuite, bon, ça marche pas toujours, mais quand on refait le backtracking avec les chiffres, on s'en rend compte que ouais, c'est assez juste de toujours doubler ses estimations. Et donc, ouais, sur la nécessité d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir venir, pour pouvoir se préparer. Parce que si on fait les choses dans le rush, avec la nécessité en fait de lever pour survivre, les investisseurs le sentent aussi. Je veux dire, quand vous arrivez un petit peu avec une attitude, je dirais, supplicative auprès d'un pitch, mais en fait, c'est déjà flingué. Il y a un truc qui est très commun, c'est comment créer le pull effect par rapport au push effect. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais que mon investisseur il ait envie d'investir chez moi, pas que moi je sois là en train de lui demander en fait d'investir chez moi. Et donc ça requiert un positionnement de force. Et le positionnement de force, il est là pour la négociation, pour dire voilà, moi j'ai pas vraiment besoin de toi, c'est une opportunité que je te présente. Tu as envie de participer, voilà les perspectives de rendement que tu peux faire. Et si toi, tu n'es pas dans une position de force réelle, tu peux toujours essayer de la présenter, le fake it till you make it. Mais c'est plus dur. Enfin, moi, je n'ai pas cette capacité-là. Voilà. Tu nous as tendu un peu une perche. C'est vrai qu'il faut des réserves pour se lancer dans le process de la levée qui peut être souvent long. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont montées il n'y a pas longtemps, surtout juste avant la crise du Covid ou pendant la crise du Covid où il y avait des levées avec des montants énormes et qui disent on t'aide à lever en 3 mois. C'est globalement faux, à part si tu as des introductions, comme tu le disais. Mais il y a un autre sujet, c'est qu'en France, on a un sujet qui vise à diversifier les profils et à aider les personnes qui n'ont pas forcément des fonds d'aller justement entreprendre et de commencer cette phase un peu sans levée de fonds auprès de BA ou de VC. C'est des subventions, c'est un peu notre sujet. Toi, quel regard tu as sur ces subventions-là en établissant des prévisionnels financiers ici en France? Tu as dû voir la pléthore d'aides et la diversité des aides qui existent. C'est quoi ton regard sur ces aides et ces subventions disponibles? Écoute, moi je trouve que c'est très positif, pour être honnête. Après, je pense qu'il faut être très regardant, plus du côté de l'État à qui on donne ces subventions et ainsi de suite. Je veux dire, on n'a pas envie que ce soit des gens en fait qui n'en ont pas besoin, qui en bénéficient. Mais je pense que ça permet de faire un rééquilibrement des balances. C'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas la possibilité
de pouvoir gagner un gros salaire avant de se rentrer dans l'entrepreneuriat et d'avoir mis des sous de côté pour pouvoir venir voir 1 an ou 2 ou ainsi de suite, d'avoir accès à ces subventions, ça permet à des talents en fait de se révéler, quoi. Donc moi, je le vois d'un œil assez positif, hein. Je suis pas du tout libertaire dans le sens non, ça fausse le marché ou pas du tout. Le marché, il est faux déjà à la base. Donc, il faut pouvoir rééquilibrer un petit peu des conditions de départ qui sont pas égales. Donc, je pense que c'est très positif. Et je pense que d'ailleurs, ce que vous faites avec Moriarty, de faciliter un petit peu l'accès au dossier, parce que souvent, il y a de l'admin-phobia, quoi. Donc, c'est vraiment le gros problème. C'est, voilà, moi, je suis pas un expert du sujet, je sais pas comment approcher la constitution du dossier, on me pose des tas de questions, je connais pas les termes. Comment faciliter un petit peu tout ça. Et c'est un petit peu, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on fait avec CapQuest, c'est-à-dire faciliter la compréhension de quelque chose qui peut être un peu nébuleux et tout. Donc ça, c'est vraiment très important. Et félicitations pour ce que vous faites d'ailleurs. Merci. Beaucoup. Justement, si tu veux donner, une fois qu'on a passé le cap, on a pitché, on a créé cette espèce de FOMO et on a des propositions concrètes. Ouais. On parle tu as parlé justement d'actions préférentielles, on a parlé de différents termes. Qu'est-ce qui, selon toi, par rapport à tout cela, est à proscrire, à éviter, ou je dirais même, lorsqu'on voit cela, est-ce qu'il faut suivre ce type de VC ou il faut au contraire négocier par rapport à ça? Est-ce que tu as des retours d'expérience ou... Alors, c'est une très bonne question sur la question des choses à éviter sur, je dirais, les termes légaux, non? Oui. Alors, mettons, vous avez créé votre FOMO, votre investisseur, il est tout chaud, il vous envoie... si c'est un BA, normalement, il va vous dire « envoie-moi ton BSAR, envoie-moi ton term sheet, envoie-moi tes termes de souscription ». Donc là, c'est toi qui vas pouvoir l'idée un petit peu sur peut-être il y aura de la négociation, mais tu vas pouvoir l'idée sur les termes légaux. Les fonds de VC, normalement, ils ont leur propre term sheet. Okay, ils ont leur propre terme d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont déjà te demander une classe d'action préférentielle. Alors ça, c'est le grand classique, c'est la protection qu'ils veulent pour leur investissement. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en termes de vente de la société, eux, ils vont avoir une préférence sur la liquidité. Cette préférence sur la liquidité, elle se traduit par 2 choses. Une seniorité. Donc la seniorité, ça veut dire cette classe d'action va être compensée avant cette classe d'action, ainsi de suite, pour pouvoir établir dans quel ordre, en fait, on redistribue les liquidités. Quand je dis liquidité, c'est-à-dire les liquidités de vente de la société. Hein. Oui. Et donc, l'argent de la vente, quoi. Comment on le redistribue. Et la deuxième chose, c'est le multiple. Donc, le multiple, ça va être par rapport à l'investissement qu'ils ont fait, de combien on le multiplie pour voir quel est le montant minimum garanti au sein de la vente. Donc, on va donner un exemple très concret. Vous vendez votre boîte 20 millions. Vous avez un investisseur qui a mis 10 millions dans la boîte, mais il n'a que 25% de la société à la sortie. Techniquement, sur la vente de 20 millions, il devrait récupérer avec ses 25% 5. Mais comme il a une classe d'action préférentielle avec un multiple de 1, lui, il va récupérer 10. D'accord? Donc ça, c'est la base du multiple. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que j'ai vu très souvent, je pense que les fonds d'investissement honnêtes, ils font un multiple de 1. Donc, c'est un petit peu l'idée de sécuriser leur capital par rapport à ça. Il y a bien sûr des fonds qui veulent négocier sur un multiple de 2, de 5, de 10, pourquoi pas. Mais je le déconseille grandement parce que ça peut faire très mal. J'ai vu pléthore d'exits où le founder, même s'il vendait sa boîte 50, 100, 120, 250 millions de dollars, en fait, il se retrouvait avec un très petit montant lui-même parce qu'il avait tellement mal négocié sur ses classes d'actions que en fait, il se retrouvait détroussé à la fin, notamment sur le multiple, mais sur un truc qui a été pas mal utilisé pendant un temps aux États-Unis qui s'appelle le Participating on Proceeds. Alors ça, c'est vraiment le double whammy, c'est genre le truc qui fait très mal, c'est la classe d'action a un multiple préférentiel. En plus de ces 10 millions dont on discutait de redistribution, sur les 10 millions restants, ils ont aussi le droit de reprendre un montant avec un cap. Donc là, c'est notamment, ils prennent la distribution des actions préférentielles, mais ils prennent aussi sur les actions ordinaires. Donc ça, c'est arrivé, ça fait très très mal, c'est absolument le truc. Je dis, mais fuyez, c'est pas honnête, quoi. Bon, après, tout le monde se retrouve à négocier plus ou moins bien ces conditions. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est tout ce qui a trait, bien sûr, au droit de vote. Si on veut garder les choses claires, une action égale un droit de vote. Tu peux avoir du droit de vote multiplié par une classe d'actions, mais je ne le recommande pas, surtout auprès des investisseurs. La deuxième chose, c'est sur les BSAR. Sur les BSAR, il y a 3 critères fondamentaux dans les termes légaux sur le document. Ça va être le cap. Donc le post-money cap, c'est la future valo en fait, que vous pariez discounter pour pouvoir convertir. Le discount, la décote. Le floor, qui va être en fait pour protéger surtout le founder, le floor, c'est-à-dire que si votre future valo elle est trop basse, au moins vous le convertissez à une valo plus haute. Ouais. Donc ça vous donne un petit peu de protection là par rapport à ça. Et la date de maturité. Et alors là, c'est là où il faut bien être regardant sur la date de maturité. Il ne faut pas que ce soit une date de maturité trop proche de votre levée de fonds, parce que sinon votre conversion elle va s'opérer avant même que vous pouviez faire votre prochaine levée. Donc ça peut être assez problématique par rapport à ça. Donc il y a certains trucs à regarder. Je dirais c'est surtout sur les multiples. Ensuite, d'autres termes qui sont importants. Un des trucs fondamentaux aussi que j'ai vu, c'est que beaucoup de fonds de cette manière demandent un board seat. Et ça, c'est un truc souvent dont on s'en occupe vraiment très tardivement dans les processus de levée de fonds et tout, c'est la constitution de son board et comment on approche le board. Souvent, les entrepreneurs se disent « Ah, mais un board avec des gens qui peuvent me voter out de la société, ça peut être dangereux pour moi et tout. » En fait, moi, je n'ai pas du tout cette perspective-là. Je trouve que c'est très sain d'avoir un board. C'est pour ça qu'il y a une autre dimension. Pourquoi c'est sain d'avoir un board ? Parce qu'on n'est pas infaillible et on peut faire des conneries. Même Steve Jobs, il a été viré d'Apple à un moment. Bon, il a été rappelé ensuite comme un sauveur, mais il y a toujours des raisons à des deux côtés. Il faut pouvoir justifier sa présence en tant qu'exécutant d'une société. On n'est pas tout le temps la meilleure personne pour le job sur le long terme, et donc ça, il faut pouvoir l'accepter. Et ce qui est important, par contre, justement, si vous avez un board, ça veut dire qu'en fait, vous avez plutôt intérêt à avoir des amis autour du board. Okay, donc un truc plus interpersonnel qui est souvent pas regardé parce qu'on est en train de chercher des fonds, 1 million c'est 1 million, je vais pas regarder qui va me le donner. Si, regarde qui va te le donner parce que si ça marche bien et que tu es en relation avec ces gens-là, genre 5 ans, 10 ans ou quoi que ce soit, tu as plutôt intérêt à ce que ce soit des gens quand même sympas, avec qui tu t'entends bien et avec qui tu peux avoir des bonnes relations, quoi. Si c'est quelqu'un avec qui tu t'embrouilles chaque fois que tu as un coup de fil, ça va être dur sur le long terme. Et puis le stress cumulé, il y a tellement de stress dans la vie d'un entrepreneur que si on se cumule en plus un stress par rapport à ça, c'est foutu. Et tu as parlé également des employés, tu as parlé aussi, on a parlé des cofondateurs. Il y a aussi la partie non-dilution. On peut inclure des clauses par rapport à cela. Oui. Et Rudy, notamment lors de notre courte formation, tu en avais également parlé. Est-ce qu'il y a des tips par rapport à cela également, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu peux donner ? Oui, absolument. Pour être un peu technique sur la non-dilution, en fait, c'est une clause qui est assez classique dans les classes d'actions préférentielles. Et en fait, c'est une clause qui est assez mal comprise. C'est-à-dire que la non-dilution, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous faites une nouvelle levée de fonds, les gens qui ont cette clause-là ne peuvent pas être dilués en termes de pourcentage sur la boîte. Non, ils sont dilués comme tout le monde à partir du moment où la valeur de leur investissement continue de croître. Ça veut dire quoi en fondamentalement ? Ça veut dire que si le prix de l'action continue de croître, il n'y a aucune raison que la clause d'antidilution soit activée. Par contre, si le prix de l'action décroît et donc la valeur de leur investissement décroît avec, c'est là où la clause d'antidilution s'active. Et là, il y a 3 manières de calculer ça. Alors, je ne sais pas si tu connais les termes en français, parce que moi, je les connais en anglais, mais ça va être le full ratchet, le narrow-based et le broad-based weighted average. Je les ai en anglais aussi. Okay. Et j'ai vécu en France toute ma vie. Mais je crois que c'est vraiment... D'ailleurs, on reprend le full ratchet, je l'ai entendu et tout. On essayera de mettre en sous-titre. Ouais, on va chercher. Captions. Et donc, sur ces 3 types de méthodes de calcul, à savoir... La plus founder-friendly, ça va être la narrow-based weighted average. Okay. La plus investor-friendly, ça va être la full ratchet. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait, quand tu as un drop de l'action, le full ratchet, il faut en gros recompenser toute la perte de valeur de l'action de l'investisseur. Donc là, ça veut dire émettre des nouvelles actions. Il y a une manière
plus subtil, je dirais, de pouvoir gérer les clauses d'antidilution. Un petit tip pour les founders qui est que vous pouvez mettre des modalités de compensation sur les clauses d'antidilution. C'est un truc que je n'ai pas vraiment vu faire en France, mais c'est-à-dire que, mettons que vous avez une clause d'antidilution qui est activée. Okay, ça veut dire qu'il faut compenser la valeur de l'investissement perdu, d'accord, pour votre investisseur. Donc, soit vous avez le classique, l'émission d'actions. Okay, ou alors, vous pouvez lui dire, voilà, nous, on ne va pas compenser par l'émission d'actions, qui donc serait une dilution pour le founder, et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un taux de conversion sur cette action préférentielle. Et donc, on va affecter le taux de conversion, d'accord, de cette classe d'actions. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'effet dilutif, mais si l'investisseur à l'exit, il a envie d'utiliser ce taux de conversion, il pourra convertir ses actions préférentielles en actions ordinaires et là, être compensé par rapport à la perte de valeur. Et donc, c'est juste un petit peu des termes techniques et légaux sur lesquels... à QuapQuest, on peut aider. De l'utilité. L'utilité d'un bel outil comme ça. On rappelle aussi que sur ces clauses, pour un peu vulgariser, le but, c'est les premiers entrants qu'ils ne soient pas lésés par rapport à la deuxième vague d'investisseurs. Et c'est ce qui permet aussi à des investisseurs historiques de rester sans remettre au pot parfois. Enfin, en France, c'est souvent utilisé comme ça, dire qu'on récompense les premiers entrants par rapport aux nouveaux qui restent à la même valeur, ou en tout cas que la valeur continue de croître pour eux. C'est super intéressant. J'avais jamais vu ce type de mécanisme. Et peut-être justement, parce que là, on a une double casquette, nous faisons un peu d'investissement. Au contraire, justement, pour ceux qui sont plus du côté business angel ou qui se lancent ou qui même veulent aider des amis ou de la famille, comment eux, ils peuvent faire pour se protéger potentiellement des VC, puisqu'ils arrivent après, et Woody le disait un peu, et ils arrivent de manière très agressive. Et on a vu des cas où les personnes sortaient quasiment avec... Dès l'arrivée des VC, quasiment on a avec eu zéro. des cas assez personnels. Enfin, c'était pas nous, mais on a eu des cas assez personnels où les BA sont venus, comme tu le dis, ils n'ont pas de term sheet. Donc, ça s'est fait un peu à l'amical. On est limite dans le Friends and Family and Full, alors que ce sont des BA. Et ensuite, le VC arrive avec sa term sheet et tout de suite, le BA, il n'a plus soit d'intérêt à être au capital, soit on le sort totalement du capital. Ouais, après, ça dépend de la stratégie du BA, quoi. C'est-à-dire que je comprends, si tu as envie de garder tes parts et ainsi de suite. Juste pour spécifier dans ton cas, c'est parce que la valorisation a tellement augmenté qu'en fait, la participation au capital du BA est devenue minoritaire à un point négligeable. Non, c'était pas tant sur ça, c'est juste que les termes faisaient, en gros, que c'était soit le moment de sortir tout de suite pour le BA alors qu'il voulait rester, soit que dans le temps, en il cas de... rien, en fait. Ouais, voilà, il allait rien récupérer. Ouais, alors ça, c'est vrai que en tant que BA, c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux de signer sur un BSAR. Pourquoi ? Parce que le BSAR, il se convertit en action similaire au round auquel il y aura la valorisation. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous entrez en tant que BA sur un seed avec un BSAR. À la série A, quand la boîte elle va lever avec un fonds de VC, la conversion du BSAR, il se fera dans les mêmes classes d'actions préférentielles que la VC. Donc là, ça vous permet de piggyback sur le type de négociation que aussi la VC pourra faire avec la boîte. Donc d'un point de vue de l'investisseur, en fait, un BSAR, c'est plutôt tout bénef parce que ça veut dire que la classe d'action sur laquelle il va convertir va normalement être de plus forte protection pour ses intérêts que ce pourquoi il peut négocier dès le début. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Sur la deuxième chose, c'est vrai que sur la dilution ou sur le manque de droits en fait de préférence pour les BA, c'est là où c'est difficile en fait pour eux parce que s'ils n'ont pas l'habitude de savoir négocier sur ce genre d'éléments, de pouvoir faire ça et que c'est un peu de l'investissement opportuniste, que c'est de l'investissement sur ce genre de choses, c'est vrai que ça devient presque une profession en soi en fait d'être BA par rapport à ça. Mais en fait, moi je crois beaucoup, il y a comme une problématique, sauf pour les US, pour le reste du monde, qui est comment est-ce qu'on monétise réellement l'actionnariat privé dans les startups, dans les entreprises de manière générale. Parce que une fois qu'on fait une IPO, voilà, la monétisation de l'action, elle est faite, c'est très facile.
Mais en fait, ce qu'on appelle le marché secondaire, il est extrêmement développé aux États-Unis. Mais il y a un petit marché secondaire, bien sûr, en Europe. Mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, je pense qu'en fait, moi, si j'étais BA, faire des opérations coûts où j'investis à un certain moment, et puis en fait, au moment où souvent, d'ailleurs, je veux dire, si on regarde statistiquement, la plus grosse croissance de valorisation, elle est entre le seed et la série A. Oui. Okay, après, de la série A, c'est là où normalement il y a le drop, où il y a les entreprises qui sont morues et il y a celles qui ont pu continuer. Alors là, c'est vrai que sur ce petit pourcentage-là, si tu es BA et que tu arrives à maintenir tes droits et que tu arrives à la fin de la série C, peut-être que tu peux faire un très beau multiple sur ton investissement. Mais je pense que regarder, être opportuniste sur le fait d'investir tôt, et c'est vraiment en fait le meilleur moment pour un BA d'investir, hein. Et ensuite d'arriver sur une possibilité de secondaire de vente de tes actions sur une série A, tu peux faire des multiples extrêmement décents et en fait avoir une cumulation de ton portfolio qui marche très bien par rapport à ça. Donc je sais pas, tu vois, moi si c'était ma stratégie, je serais très intéressé de pouvoir en fait faire des coups assez spontanés, tu vois, genre de monétisation de mon investissement en tant que BA et d'avoir l'opportunité de faire du marché. Dis-toi que le fonds de VC, l'opportunité secondaire pour eux, elle est beaucoup moindre. Oui, c'est vrai. Ils arrivent plus tard. Comment est-ce qu'ils monétisent leur approche? C'est pour ça qu'ils parlent de power law. Ils disent que 9 sociétés sur 10 va faillir et tout. Il n'y a rien de naturel dans le monde qu'on a créé, tu vois. Donc, de penser que c'est une loi de la nature, que les investissements dans start-up 9 sur 10 doivent rater. Peut-être revois tes processus de due diligence, peut-être regarde un petit peu le marché dans lequel tu opères, parce que ça peut pas être une loi naturelle, quoi. Ça n'existe pas, ce genre de choses, c'est que des constructions humaines. Donc ouais, sur le BA, la possibilité de sortir tôt, moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Après, il faut regarder le multiple que tu souhaites faire sur ton investissement et comment tu veux approcher ton portefeuille. Donc, pour récap, le BSR, super bien pour pouvoir laisser la négociation de la classe d'action auprès du fonds d'investissement quand tu fais ta conversion et la possibilité en fait en tant que BA d'avoir des opportunités de monétiser sur même des courts termes parce que je veux dire un investissement tu préfères que ce soit sur je pense 2 ans que sur 5 ans. Ça dépend du multiple que tu recherches, tu vois, mais quand tu es un BA, c'est des petits tickets, c'est des petits trucs que tu as envie de monétiser quand même, tu vois. Donc ça, non, je pense que ça peut être assez intéressant. Ok. Et il y a une tendance sous-jacente qui, moi, me plaît bien et m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle, alors le terme n'est pas encore fixé, mais le seed strapping, c'est toutes ces, toi aussi tu as parlé des équipes de petite taille, il y a beaucoup de startups du fait de l'IA et de la capacité à coder et à délivrer plus rapidement grâce à l'IA, beaucoup de très petites équipes entre, on va dire, 6 et 15 personnes qui arrivent à se faire financer par des VC ou des BA et ensuite arrivent à produire beaucoup de revenus. Il y a des startups, il y a Lovable en Europe, il y en a plein d'autres exemples comme ça. Toi, de ton point de vue, quelqu'un qui a fait du transaction services, qui a un peu touché au PI, qu'est-ce que ça veut dire pour les VC demain si ça devient la norme, ça? Ils vont adorer. T'imagines, genre des boîtes qui en fait sont profitables, veulent juste du capital d'expansion avec une très basse base de coûts. C'est tout bénef. Donc, et je pense que c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. C'est-à-dire que il y a quand même une limite à ce que tu peux faire. C'est très bien pour seed strapper. Donc, c'est-à-dire pour cette phase initiale de maintenir une petite base de coûts, un nombre limité de personnes, avoir des agents IA surtout, plutôt que tu vois d'un software IA de manière générale, qui peuvent t'aider à automatiser pas mal de tâches et avoir cette approche-là. Après, ça dépend de tous les produits et tout. Et c'est vrai qu'on a vachement transitionné de cette période où on était dans les plateformes de B2B2C où tu avais une énorme base de coûts parce qu'à la fois, tu as ton coût marketing pour acquérir ton utilisateur, tu as ton coût de vente pour acquérir aussi ton supplier. Donc, ce genre de modèle-là, c'est un petit peu exhausté et puis c'est terminé. Donc, je pense que avoir cette approche beaucoup plus de petite base de coûts, on devient profitable le plus rapidement possible. Pour les fonds, ça peut être extrêmement intéressant si les boîtes s'ouvrent aux investissements.
C'est-à-dire que si après tu as un cash flow qui te permet, tu vois, genre d'être en fait très tranquille dès le début, ça voudra dire que les fonds de VC, de toute manière, je pense pas que ça va devenir quelque chose de tellement généralisé, hein, mais ça voudra dire que les fonds de VC plutôt sur le late stage, ce sera pour des opérations plus de PE justement, c'est-à-dire d'acquisition de compétiteurs, de consolidation de son marché, plutôt que juste du funding série B classique de j'ai besoin de working capital en fait, donc de fonds de roulement. Et donc ce qui veut dire que beaucoup de fonds de VC devraient s'intéresser au early stage. Et moi c'est quelque chose aussi sur lequel je pense que le plus de petits tickets, de manière la stratégie un peu mix BA fonds d'investissement au early stage peut être vraiment très ça peut être une stratégie extrêmement gagnante en fait pour les fonds, surtout dans ce genre de cas où en fait le besoin d'investissement il est vraiment au début plutôt que sur du later stage quoi. Après on va laisser aux fonds de PE faire ce qu'ils font de mieux quoi. Donc c'est-à-dire les consolidations de marché, les rachats de compétiteurs et ainsi de suite. Voilà. Très clair. Johan a un jeu où il va te poser des questions et tu devras faire un choix entre l'une ou l'autre. Mais avant ça, on va instaurer avec toi une nouvelle tradition. On va te demander de lister une question aveugle. Donc une question pour le prochain invité en ne sachant pas qui il va être. Parce que, pour être honnête, à l'heure actuelle, on ne sait même pas qui on aura pour le prochain podcast. Mais du coup, une question que tu as envie de poser à quelqu'un qui gravite autour de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça le sujet. Ça peut être une question triviale, une question hyper technique ou profonde. C'est la colle pour le prochain invité. C'est hyper dur sans avoir le contexte de la personne. Je dirais qu'en fait, la question aussi qu'on doit tous se poser en tant qu'entrepreneur, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? C'est-à-dire que moi, je sais clairement pourquoi je fais ce que je fais, mais je pense que c'est toujours une bonne question à poser. Donc, ouais, moi, je poserais cette question-là. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Et pas juste de dire « Ah, mais parce qu'on va créer un truc génial et tout ». Non. Il y a, comme on en discutait là maintenant, moi, il y a des questions aussi bien de service au client qu'idéologie qui me poussent à faire ce que je fais. Et donc, je pense que c'est aussi toute cette dimension de ce que tu donnes à ton travail. Donc, ouais, c'est la question que je pose. C'est un peu général, mais ça devrait marcher. Très bonne question. Super. C'est le moment où on va sortir les portables pour poser des questions et faire le petit jeu, le petit dilemme. En fait, cut the shit. Donc là, ce sera qu'est-ce que tu cut ou qu'est-ce que tu gardes. Je vais commencer avec la première question. Lever 5 millions avec un fonds très exigeant, très présent, ou 10 fois moins, mais en subvention publique. En fait, il n'y a pas de bonne réponse là. Non, mais dans le sens, ça dépend entièrement de ton besoin. Avant de te dire, OK, je lève ça ou ça, pour moi, ça devrait être que tu as fait ton travail de flux de trésorerie et tu sais ce dont tu as besoin. Alors, si tu lèves 5 millions maintenant, est-ce que ça va couvrir tes besoins sur une période où ensuite tu peux te focaliser sur tes ventes et tu peux te focaliser sur la croissance de ton business ? Très bien, tu vois, si tu lèves tes 500 000 en subvention, mais qu'ensuite tu dois sur le dos de ça recommencer directement une levée de fonds, écoute, un fonds non exigeant, déjà, ça n'existe pas. Donc tu gardes des 5 millions. Ouais, je pense. C'est vrai que j'avais fait mon premier board meeting à Repeat où on avait un de nos investisseurs qui nous avait dit cette phrase, il avait dit si on vous donne de l'argent, vous le prenez. Donc, c'était un petit peu la conclusion du truc, quoi. D'accord. Deuxième question, est-ce que tu préfères continuer à galérer avec ta team pour tout maîtriser ou te faire financer par un gros VC pour scaler, mais en perdant une bonne partie de ton contrôle ? Déjà, moi, je n'ai pas tout le contrôle. J'ai commencé à distribuer les parts de manière égale avec mes co-founders. Donc, je suis assez content de ça parce que je suis pas un contrôle freak, donc j'ai pas besoin de garder tout le contrôle. Non, moi, ce que je veux, c'est savoir à peu près là où j'amène mon business et comment je vais pouvoir monétiser ça pour moi. Donc, j'ai des ambitions par rapport à ça. Mais la question du contrôle, en fait, elle est variable à un moment donné. On peut toujours réacquérir le contrôle, on peut toujours avoir un board friendly, ainsi de suite. Donc,
Par contre, ce sur quoi je vois, c'est que la galère avec la team, ça dure un temps. Tu peux pas faire ça en fait de manière indéfinie. Les gens ils s'usent et puis eux ils ont pas le même intérêt de rester avec toi sur le long terme. Tu peux pas devenir une sorte de grand Manitou qui force les gens à bosser avec toi toute la nuit, tout le temps, quoi. Donc non, je prends les fonds encore une fois. Un produit ou une société très tech avec sans impact social, mais cependant très rentable, ou un projet social à impact avec une rentabilité OK. C'est pas mal ça. Alors tu vois, sur cette question-là, c'est vraiment la vision long terme. C'est-à-dire que de toute manière, l'impact, que ce soit social, environnemental et ainsi de suite, sur le long terme, ça fera un système qui est plus durable pour nous tous. Moi, c'est mon petit biais idéologique, j'irais plus sur l'impact social, tu vois. Okay. Mais juste parce qu'en fait, ça facilite, tu vois, genre une stabilité du système sur le long terme. Et donc, c'est plus sur cette idée-là. Ça reste une idée, je dirais, matérialiste et pratique. Après, il se peut que ton business, qui soit extrêmement rentable et très tech, il ait aussi très peu d'externalités et que il n'ait pas un impact extrêmement négatif. Hein. Ouais. Donc, on peut pas faire un 50-50. Le Joker. Alors, perdre un client stratégique ou perdre un cofondateur? Ouf. Ouais, c'est pas mal ça. Alors déjà, sur la question du client stratégique, c'est-à-dire tous les clients sont stratégiques, dans le sens que ce qui est intéressant, c'est j'ai vu pas mal de boîtes qui ont eu du mal à lever parce que tous leurs revenus, 60% de leurs revenus, ça faisait d'un seul client. Donc là, la concentration, le manque de diversité, de diversification sur tes revenus stream, ça peut être franchement un killer. Donc, mais réacquérir un client, franchement, ça coûte plus cher que de l'acquérir à la première base. Donc, moi, je préférais perdre un cofondateur. Okay. Moi, je vais changer la question. Je vais dire, si tu devais n'avoir qu'un marché, ce serait l'entièreté du marché asiatique ou l'entièreté du marché américain? Ouh, pas mal. Donc, alors, marché américain, tu as quoi? 360 millions de gens. Marché asiatique, on compte l'Inde dedans. Donc, tu es à plus de 3 milliards faciles de personnes. Ensuite, mais ton panier moyen, il n'est pas le même. Tu n'as pas du tout le même panier, c'est sûr, en termes de dollars. Et ensuite, tu n'as aussi pas du tout la même capacité d'investissement. Donc, si on regarde le nombre de licornes qu'il y a aux États-Unis par rapport au reste du monde, je prends le marché américain. OK. Alors, gérer la croissance interne de ta startup ou lever des fonds? En fait, pour gérer la croissance interne de ma startup, j'ai besoin d'un petit coffre de guerre. Oui, ça c'est sûr. Donc, ok. Non, moi je préfère largement gérer la croissance. Sur ça, si j'ai les fonds pour pouvoir scaler rapidement. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec CapQuest, c'est-à-dire que nous, on a des objectifs de rentabilité chaque année. C'est-à-dire que on augmente un petit peu notre base de coûts, mais il faut que d'ici un certain nombre de mois, on devienne profitable sur cette base de coûts. Donc l'objectif, c'est toujours en fait d'être au break-even ou profitable dans toutes les années d'action qu'on fait. Donc sur ça, non, moi je crois énormément si vous avez suffisamment d'argent, focalisez-vous sur la croissance et sur les ventes. La première source de financement d'une boîte, ça doit être ses ventes. Et donc, c'est vraiment super important d'avoir ça en tête et de pas juste se dire je vais lever de la thune et puis je vais lever de l'argent et puis tout se passera bien, quoi. Donc, non, c'est vraiment la première source de financement, les ventes. Et la petite question pour la fin, je ne sais pas si il y aura une autre question, mais on en a parlé, automatiser au maximum ta société avec du no-code, de l'IA et autres. Ou recruter une dream team, mais 100% entre guillemets, avec humain entre guillemets. J'ai vraiment eu cette problématique sur pas mal aussi de business que j'avais accompagné. C'est-à-dire que je pense que le no-code, l'IA et ainsi de suite, c'est hyper bien pour le début. Sur le long terme, regardons n'importe quel business qui a pas mal de lignes de code, que ce soit et des business qui ont réussi comme Salesforce, surtout sur le B2B SaaS où quand même c'est lourd en code.
c'est dur en fait de faire juste avec du no-code et de l'IA par rapport à ça. Même de développer, en fait, même les boîtes qui développent les LLM, que ce soit Mistral, que ce soit Theseus ou d'autres, aujourd'hui en France, ils ont énormément de code et ils ont énormément de développeurs derrière qui pensent en fait au processus et tout. Donc je pense que c'est pas juste en fait la question du no-code et de l'IA. Et puis en fait, il y a un élément aussi auquel tu penses pas, c'est-à-dire que ouais, tu as le tech, mais tu as aussi le produit. C'est-à-dire qu'en fait, avec le no-code, avec l'IA, tu es quand même aussi limité sur ce que tu peux proposer en termes de design, en termes de compréhension UI, UX de ton produit. Et en fait, moi, quand je regarde mes équipes, c'est une équipe produit et tech qui marche ensemble. Et d'ailleurs, nous, on outsource la tech, mais en termes de produit, on l'a en interne. Le premier employé de CapQuest, c'était un designer. Parce que la compréhension de comment ton utilisateur approche ta plateforme, comment il utilise, quelles sont les plateformes à peu près similaires qu'il utilise dans son quotidien pour pouvoir utiliser le bon panel de tools et de clics et de boutons et tout avec lesquels il est familier pour faciliter aussi l'adoption. Mais toutes ces choses-là, en fait, c'est assez fondamental. Et je pense que si tu n'as pas derrière aussi un côté humain qui te drive ce process, qui te drive ce benchmark et cette compréhension, bah, tu n'as pas un produit en fait qui va vraiment avoir le taux d'adoption que tu t'attendais. Donc, tech au début à outsourcer, faire du no-code, de l'IA, faire ainsi de suite, je pense que ça peut très bien t'aider pour créer un truc rapidement, un MVP et tout. Ouais. Mais comme vous avez peut-être compris, moi, j'aime bien construire sur le long terme. Alors, bien sûr, il y a tout l'explication et la justification. Il faut pouvoir faire les itérations super rapidement, au moins proposer un MVP ou un truc viable à présenter qui permette de lever au début. Et puis, il y a aussi la vérité que votre premier produit, il ne doit pas du tout être un truc absolument magnifique. Non, pas du tout. La plus belle preuve que vous pouvez avoir que vous servez vraiment un besoin dans le marché, c'est d'avoir un produit qui ressemble à Windows Vista ou Windows XP et que les gens veulent quand même l'acheter. Je veux dire, c'est ça quand même la plus grande preuve que tu peux avoir. Donc, mais sur le long terme, sur le no-code et l'IA, moi, je privilégie l'expertise des gens en produit, avec la tech qui est juste là pour en fait vraiment appliquer la vision de la team produit, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on n'a pas posé? Alors, vous m'aviez envoyé un email et j'avais vu un petit peu le déroulé précédent et il y avait, je m'étais pas préparé vraiment, mais il y avait une question qui m'avait un peu interpellé que vous aviez, c'était de quoi tu es le plus fier? Oui. Et alors là, j'ai dû passer, et je suis content pour retourner un petit peu le truc que vous me l'ayez pas posé, parce que, je sais pas, c'est dur comme question, quoi. Déjà, si tu commences à dire, ouais, je suis très fier, j'ai vraiment les réussites, là, non, tu passes pour un débile. Et en fait, je suis content que vous me l'ayez pas posé, celle-là, parce que, je pense que la fierté, c'est un petit sentiment que tu as tous les jours, que tu vois, que tu accomplis des choses, mais tous les jours, tu passes, après le lendemain, c'est une nouvelle journée et tu passes à autre chose et il faut continuer de créer, il faut continuer de construire et ainsi de suite. Donc, je pense que tu peux être fier peut-être le dernier jour de ta vie de te dire, OK, c'est pas mal ce que j'ai fait jusqu'ici, mais jusqu'ici, il faut continuer, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Top. Et si nous voulons avoir des informations sur CapQuest, prendre un rendez-vous et tout ça, comment ça se passe? Bah écoute, vous pouvez nous retrouver sur notre site CapQuest, donc capquest.io, ok. IO qui pour input output, mais qui est aussi pour Indian Ocean en fait. Mais en tech, on aime bien dire input output. Et vous pouvez nous trouver aussi sur LinkedIn, donc Antoine Brunat et Marco Banfi et Anvita Varshni qui sont aussi mes cofondateurs. Donc là, maintenant, on est très axé Middle East, mais on arrive en France là maintenant, justement. Super. Merci beaucoup, Antoine, pour ton temps et pour ces informations que tu nous as prodiguées. Et puis, on va dire aussi qu'on s'est rencontrés via le programme Fighters, via un atelier qui était incroyable. Donc, merci beaucoup. Ah non, merci à vous, les gars. Merci à toi encore. Et n'hésitez pas à partager notre vidéo, liker et mettez le pouce. Et voilà. Merci à vous. Merci.